Ouais. On y revient. Ok. Voilà. Voilà, On remet l'enregistrement voilà, voilà, on y va. et on y va. Ok, voilà, voilà. Donc, c'est un cours sur. Donc, je sais pas quoi dire. En fait, c'est toujours les sujets des cours, j'ai choisi vraiment à la dernière seconde, etc. Mais bon, voilà. Donc, en fait, donc, c'est vrai que comme on m'a demandé, comme j'ai demandé à Alexandre, qu'est-ce que je vais faire comme cours, il m'a dit oui, en fait, je sais pas, il y a le Beauvau de la je sais pas quoi, de la sécurité ou je sais pas quoi. Donc, comme quoi, il y allait avoir, ça veut dire qu'il voulait renforcer en fait la sécurité, les machins, etc. Ça veut dire, voilà, ça veut dire la police et compagnie et la surveillance en France. Donc, en fait, ils m'ont dit, voilà, donc c'est ça les sujets d'actualité. Alors, je dis, voilà, on va faire sur ça, on va faire sur surveiller et punir. Et voilà, après ça, après, j'ai vu ça pouvait trouver des liens avec la paracha de la semaine. Donc, en fait, donc, ce qui va se passer, si le cours de la semaine dernière était sur Beau, là, on va passer directement, malheureusement, sur Yitro. On verra après ce qu'on fait sur Béchalar. Mais bon, en tous les cas, voilà. Donc, en fait, pour expliquer je vais simplement, bon, je vais essayer moi, je vais essayer j'annonce le cours, pas j'annonce le cours, mais je vais dire simplement, il y a quelque chose, ça veut dire, bon, évidemment, comme j'avais dit, on va faire le cours sur surveiller et punir. Donc, évidemment, hier soir, j'ai dû un peu regarder le bouquin. Et en fait, le truc, c'est que, en fait, il y a 4 points, en fait, dans surveiller et punir, sur lesquels, en fait, il y a 4 points sur lesquels je vais m'arrêter. C'est sûr, avant de m'arrêter, de dire sur les 4 points sur lesquels je parlais, etc. Évidemment, je devrais peut-être un petit peu, peut-être pas dire de quoi le livre il parle. Bon, en fait, donc, le livre en fait de surveiller et punir, c'est assez. Ça parle, en fait, c'est un livre d'histoire qui raconte l'histoire, en fait, du monde carcéral ou du monde pénal, en réalité. Ça veut dire, voilà, de la pénalité en Europe, on va dire, ou même en France, principalement en France, puisqu'il dit qu'il prend l'exemple de la France, bien qu'en réalité, le premier cas qu'il donne, il n'est pas en France. Mais bon, mais c'est-à-dire que donc, c'est l'histoire, en fait, de la pénalité. C'est l'histoire, en fait, du monde pénal. Et donc, ça commence évidemment avec la description en fait des tortures et compagnie qui étaient faites en public pour le cas là-bas de quelqu'un qui a tué son père. Et en fait, il se demande comment est-ce qu'on évolue finalement, est-ce que la prison, elle soit quelque chose qui est caché, quelque chose en fait où au contraire, on montre pas, etc. Et comment aussi le système juridique, il devient de plus en plus complexe. Et voilà, grosso modo, voilà, c'est ça les idées. Et l'idée principale, en fait, c'est la ligne directrice du livre, c'est d'expliquer en réalité que la raison, en fait, la raison pour laquelle, en fait, ça veut dire- la raison pour laquelle, en fait, comment dire, le gouvernement, ça veut dire l'État, il a cherché, en fait, comment dire, à cacher la pénalité, à ne plus en faire un spectacle, etc. Bon, une des raisons, c'est sur ça que je vais peut-être m'arrêter un petit peu au début ici, c'était en fait, c'est parce qu'en fait, il fallait, à chaque fois, donc, quand le roi est punissé en public et qu'il faisait donc, voilà, qui punissait en public et qui faisait donc un supplice, etc., en fait, donc, ça établissait le pouvoir du roi. Mais en réalité, ce qui se passait, c'est si jamais tout ça, ça marchait bien, si jamais la société, elle fonctionnait, mais à partir du moment où, quand quelque chose n'allait pas dans la société, si tout le monde savait que c'était le roi qui avait le pouvoir, donc finalement, quand ça allait pas, c'est lui qu'il fallait tuer, c'était le roi. Et donc, en fait, c'était plus facile pour le gouvernement. En fait, justement, c'est comme on dit, mais c'est une idée qui se trouve dans la Gemara, hein. C'est-à-dire, en fait, si tu veux, d'éparpiller les responsabilités de telle manière à ce qu'en fait, plus personne n'est responsable. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, il y a une cour de cassation, une cour d'appel, des experts, des machins, des ragnagnas, des types qui font partie du système légal, des parties qui ne font pas partie du système légal. Si bien que finalement, quand on va y avoir comment dire, un jugement ou une punition qui va être, comment dire, qui va être infligé, en fait, personne n'est responsable dans le système, puisque tout le monde, en fait, a une responsabilité minime sur quelque chose, etc., de telle manière à la fin que voilà, que tout le monde se dédouane sur tout le monde, etc. Et ça, ça veut dire, ça, c'est une des idées qu'il y a dans le livre, mais bon, d'accord, bon, ça, c'est une des idées. Par la suite, il y a d'autres idées dans lesquelles, en fait, où il explique que l'idée, c'est que dans le système carcéral, et ce qui arrive de plus en plus, c'est qu'on n'a plus besoin en fait de violence pour pour punir les gens ou pour les faire, pour imposer une discipline, mais qu'en réalité la discipline elle vient par la surveillance et que donc les gens ils apprennent grâce à la surveillance ou à cause de la surveillance à s'autodiscipliner. Et pour lui, donc en fait, toute la société, en fait, c'est une sorte, le monde carcéral, c'est le modèle en fait
des cellules de la société. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille dans une usine, en fait, c'est une sorte de monde carcéral, puisque c'est un monde fermé où quelqu'un s'impose lui-même une discipline à cause de la surveillance. C'est la même chose qui se passe à l'école, c'est la même chose qui se passe à l'université, c'est la même chose qui se passe dans les hôpitaux, c'est la même chose qui se passe dans les administrations. Et donc, pour lui, en fait, cette histoire c'est-à-dire que d'une autodiscipline qui est imposée, en fait, par une surveillance qui est invisible, c'est-à-dire que des caméras, etc., ou des choses pareilles, où on pense que peut-être qu'on peut être vu. En fait, donc, mais disons grosso modo, c'est ce qui en fait, c'est ce qui permet en fait on peut dire d'homogénéiser, enfin de faire marcher la société. Donc c'est ce type de violence qui permet en fait aujourd'hui à la société de fonctionner. Voilà, grosso modo, c'est parmi les idées qu'il y a dans le livre. On va dire voilà. C'est plus complexe que ça. Évidemment, le passage le plus complexe, c'est sur l'histoire du savoir, puisque pour lui, en fait, le savoir, c'est le langage du pouvoir et c'est lié avec, donc, justement, avec cette manière d'observer les corps ou d'observer les choses. Et donc voilà, donc grosso modo, mais c'est ça les idées qu'il y a dans le livre. Bon, bref, tu vois, bon, évidemment, alors, le rapport, évidemment, qu'il y a un rapport très rapide avec la paracha de la semaine, évidemment, avec Yitro, qui en fait, qui va justement, comment dire, au début, en fait, c'est-à-dire on voit que Moshe, c'est lui qui était en fait qui avait en main tout le pouvoir législatif et tout le pouvoir exécutif, donc il était le seul responsable de tous les jugements. Et Yitro, en fait, il va simplement, comment dire, il va en fait éparpiller, en fait, il va comment dire, hiérarchiser le système judiciaire de telle manière à ce qu'en fait, voilà, donc c'est plus Moshe qui est le seul responsable, mais il y a différents responsables à différents niveaux. Et donc, en fait, donc, ça fait penser un peu à cette histoire-là de Foucault. Il y a un point commun que je vais un petit peu travailler. Bon, ça sera simplement une introduction à un petit Vartora sympathique, si on veut. Mais disons, par la suite, en fait, moi, ce qui va en fait vraiment, les choses sur lesquelles vraiment je veux m'arrêter, euh, ça va être ça va être des autres idées. C'est-à-dire, je vais expliquer une des choses, je vais dire les différents points que je dis à l'avance, les points que vraiment sur lesquels je vais m'arrêter. Le premier, disons, le premier, le premier point, c'est que, en fait, Foucault, dans ce livre, encore une fois, c'est vrai qu'on va reparler de Hegel, mais c'est-à-dire, en fait, il se met encore une fois, dans la continuation de Hegel, qui, en fait, qui a été ensuite reprise par Marx, etc., qui, en fait, qui part d'un principe comme quoi, en fait, n'importe quelle société, elle a besoin, en fait, d'imposer une violence pour éradiquer la violence. C'est-à-dire, en fait, que c'est comme si jamais, en fait, si jamais il n'y avait pas, en fait, une violence qui était exercée sur sur la société dans sa généralité. Donc, en fait, il se trouverait que les gens, entre eux, ils se battraient. Et donc, en fait, ils exerceraient une violence entre eux, une violence qui est insupportable. Et donc, il faut trouver des moyens pour éradiquer cette violence. Et ces moyens pour éradiquer cette violence, c'est en général, c'est une violence elle-même, c'est elle-même une violence. Donc, c'est la violence du gouvernement, etc., etc. Foucault, en fait, ça c'est Hegel, et Foucault, en fait, dans son histoire comme de surveiller et punir, en fait, il fait simplement, on peut dire que suivre, en fait, ça veut dire expliquer comment, en fait, ce principe de Hegel qui parle, en fait, de la violence qui est exercée par le gouvernement pour éradiquer la violence, comment il fonctionne aujourd'hui et comment est-ce qu'il a évolué à travers le 18, le 19e siècle. C'est-à-dire qu'on est passé, en fait, des supplices à la prison ou des choses pareilles ou à la surveillance pour imposer une discipline. Cette idée-là, donc, comme je vous dis, vous avez plein d'autres. Toute la philosophie postmoderne et même du XXe siècle, elle est basée sur cette idée-là, en fait, comme quoi la société, en fait, elle impose une violence pour éradiquer la violence. La question est de savoir comment résister à cette violence ou comment est-ce que cette violence, elle s'exprime, etc. Ce qui est intéressant, tu vois, bon, c'est des idées que je vais parler de ça, c'est que dans la Torah, on n'a pas cette impression-là. On n'a pas l'impression qu'il y aurait en fait une violence inhérente à la société qu'il faudrait éradiquer. Et donc, en fait, là encore, on va parler justement sur la naissance de la violence avec le crime de Caïn et Abel. Et encore une fois, on va voir que c'est lié avec la paracha de la semaine, puisque comme on sait, tout le monde sait en fait que Caïn, Yitro, c'est un Gilgoul de Caïn, c'est un descendant de Caïn, comme c'est marqué clairement dans la Torah, etc. Donc, en fait, il y a encore un lien avec ça qui va revenir avec la paracha de la semaine. Un autre point, évidemment aussi, qui est sous-tendu par le livre de Foucault, c'est en fait la raison, c'est l'idée, c'est de dire qu'en fait toute discipline, c'est une frustration. C'est-à-dire que pour lui, en fait, voilà,
En fait, on est obligé de, ça veut dire, voilà, le type, par exemple, dans l'univers carcéral ou à l'école ou à l'usine ou dans n'importe quelle chose, dans l'administration, il est obligé, en fait, de suivre une discipline qui lui est imposée par la surveillance. Et en fait, cette discipline, c'est une frustration, c'est une discipline imposée qui n'est pas choisie et qui est une violence qui est exercée contre l'individu. Euh, c'est pour lui, c'est un axiome, ça veut dire c'est quelque chose qu'il ne remet jamais en question dans le livre. Or, c'est discutable, c'est-à-dire beaucoup de personnes, ça veut dire aujourd'hui, c'est de plus en plus assez évident aujourd'hui, on peut le voir, que beaucoup de personnes, ils vont choisir une discipline, ils vont choisir, si vous voulez, une sorte de milieu carcéral, comme par exemple les gens qui vont à l'Eshiva, par exemple, ils veulent s'imposer une discipline, ils veulent un système qui soit très fermé, ils veulent un travail où on leur dit quoi faire, où en fait ça leur donne une structure, parce que s'ils n'ont pas cette structure-là, ils se sentent perdus. Et donc, en fait, pour eux, le fait de s'imposer, et ils se sentent réellement vivants, ils se sentent réellement heureux, en fait, quand ils s'imposent à eux-mêmes une discipline. La même chose, et le fait qu'il y ait une hiérarchie, comme un petit peu à l'armée, qu'ils peuvent grandir, pour la plupart des gens, c'est en fait quelque chose qui est presque nécessaire pour eux. C'est-à-dire, quand on va regarder dans tous les systèmes de hiérarchie qu'il y aurait dans un hôpital pour devenir chef de clinique ou chef de je sais pas quoi, chef de service ou professeur et compagnie, toutes les médailles avec les légions d'honneur et les compagnies vont devenir rabbin, grand rabbin, arrière-grand rabbin et tout ce que tu veux. En fait, ils ont besoin en fait, de système hiérarchique. S'ils n'ont pas en fait tout ce système hiérarchique, etc., et ce monde super quadrillé qui est noté, qui est en fait voilà, voilà, et en fait, pour eux, qui est noté, qui est voilà, hiérarchisé, gradué, etc., en fait, pour eux, ils peuvent pas vivre. Et ils vivent à travers ça. C'est-à-dire, on voit bien, par exemple, pour un mec comme Macron ou comme la plupart des hommes politiques, s'il n'y avait pas la hiérarchie, il n'y avait pas un pouvoir hiérarchique et une volonté de gravir des échelons, on se demande qu'est-ce qu'ils feraient dans leur vie. Ils ont besoin en fait d'avoir une hiérarchie, d'avoir des échelons à gravir, d'avoir en fait un système, ça veut dire une structure, etc., dans laquelle ils peuvent s'exprimer. Et donc c'est pas du tout évident. Surtout aujourd'hui, ça se voit beaucoup, puisqu'en fait pas tout le monde aujourd'hui, beaucoup de gens pourraient vivre sans travailler ou en tous les cas sans rentrer dans un système, dans une carrière où en fait ils ont un travail, comme on dit en Amérique, de 9 à 5, où ça veut dire où tu es complètement obligé de suivre une discipline. Et pourtant, beaucoup de gens choisissent ce système-là et se réalisent uniquement dans ce système-là. Et donc, contrairement à ce que dit Foucault, en tout cas, ça, il faut remettre en question cette idée de savoir est-ce que la discipline, c'est une frustration? Est-ce que la discipline, c'est peut-être pas plutôt le fruit d'un choix? Donc, ça, c'est ce deuxième point. Le troisième point, en fait, que je vais parler aussi, qui est en fait une question, ça veut dire un des principes de Foucault qu'on peut remettre en question, c'est le lien qui fait, justement, qui est remis en question par la Torah. Donc, c'est le lien, en fait, qu'il fait entre la discipline et le pouvoir. C'est-à-dire que pour lui, pour qu'un pouvoir puisse fonctionner, il faut en fait que la société soit disciplinée. Et l'intérêt en fait l'intérêt en fait d'un gouvernement, d'un pouvoir, c'est d'avoir un peuple discipliné. Et plus le peuple est discipliné, plus en fait le pouvoir il est, on veut dire, établi et stable. Alors, ce qui est intéressant, déjà, c'est qu'on voit que dans la Torah, ça ne fonctionne pas comme ça, surtout dans l'Exode, puisqu'on voit que le peuple juif, dans le désert, il est excessivement discipliné. Ça veut dire à chaque fois que Hachem, Moshe leur dit de faire un truc, ils le font. Ça veut dire, voilà, quand ils font le Corban Pessah, quand ils font ça, pratiquement toujours, il y a marqué, et les Juifs firent ce que Moshe leur avait dit. Quand ils voyagent al pied Hachem, etc., etc. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils acceptent le pouvoir de Moshe et qu'ils n'essaient pas de le lapider à plusieurs reprises. Et donc, en fait, c'est-à-dire, on ne voit pas en fait vraiment un lien. Ça veut dire, c'est pas du tout évident que pour un pouvoir, ça veut dire pour un gouvernement, pour un pouvoir, en fait, pour asseoir son pouvoir, avoir le peuple le plus discipliné possible, ça serait la manière d'avoir la plus grande stabilité possible. Au contraire, on voit souvent que plus le peuple, plus en fait, par exemple, prendre le cas des coups d'État, par exemple, c'est l'armée en général qui va destituer le pouvoir parce qu'ils ont une discipline. Notre exemple, par exemple, les Gilets jaunes, ils ont été incapables d'avoir aucun impact pratiquement sur la politique parce qu'ils n'étaient pas disciplinés. Ça veut dire un gouvernement pour asseoir son pouvoir, il aurait plus intérêt, contrairement à ce qu'il dit Foucault, encore sans remettre ça en question, à avoir une nation non disciplinée plutôt que d'avoir un peuple discipliné. Et donc, c'est cette corrélation en fait qu'il fait entre le pouvoir et la discipline qui est intéressante à remettre en question à travers la Torah, etc.
Donc ça, c'est voilà, c'est une deuxième idée. Voilà, c'est comme il disait. Bon, bref, il y a cette phrase de Lao Tzu connue qui dit qu'il faut garder, pour garder le pouvoir, il faut garder les ventres bien pleins et les têtes bien vides. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire que ça veut dire que c'est pas en ayant, en imposant une discipline en fait sur les personnes qu'on va être capable en réalité que le pouvoir, en fait, c'est ça ce qui va assurer en fait le pouvoir en fait, le pouvoir à un gouvernement. Donc, en fait, donc voilà. Donc, ça, c'est les points que je vais parler. Je vais les répéter encore une fois. Donc, je veux dire que dans un premier temps, on va simplement parler, en fait, de cette idée que cette fois-ci, cette idée que je vais pas du tout, que je vais simplement utiliser pour expliquer un Dvar Torah intéressant, un nouveau chat rigolo dans la paracha. Donc, cette idée que Foucault, il utilise, donc l'idée, en fait, qui est dans la Gemara, c'est une Gemara dans Hayot, qui est en fait l'idée que en fait, plus on va mettre des juges, plus on va diffracter en fait comment dire, la responsabilité. Et donc, en fait, en faisant ça, on sauve en fait la tête de celui qui est en haut du système. Et ça, c'est une idée vraie qu'on peut. Et avec ça, en fait, on va voir qu'on peut expliquer en fait un passage de la Torah, de la paracha, d'une manière assez nouvelle, qui est assez extraordinaire parce que ça marche bien. Et donc, ça, c'est une première chose, ce sera qu'une introduction. Mais ensuite, dans la deuxième partie, en analysant, en fait, encore une fois, toujours ça va être sur la paracha et c'est sur la relation entre Yitro et Moshe, et Caïn et Hevel, etc. Donc, je vais parler sur les trois autres points. Donc, le premier, comme je dis encore une fois, le premier point, c'est l'idée, est-ce qu'il y aurait une violence inhérente à la société qui aurait besoin d'être éradiquée par une autre violence, ce qui est en fait un des thèmes de Foucault, qui veut dire ce qui est un des axiomes du livre en fait qui est reprise d'Hegel ou de Marx et qui n'est pas remis en question dans le livre. Le deuxième point en fait, comme j'ai dit, c'est est-ce qu'il y a un lien entre la discipline et le pouvoir? Est-ce qu'il pourrait y avoir un pouvoir sans discipline? Voilà. Et troisième point en fait que je l'oublie moi-même, c'est est-ce que la discipline est une frustration ou est-ce que c'est un choix? Et donc, en fait, donc voilà, donc c'est comme ça, en fait, voilà, donc c'est ça ce que je vais parler sur, donc c'est ça ce que je vais parler dans le cours Vertagem. Donc voilà, je commence donc pour parler sur la première partie, en fait, donc sur l'histoire de Yitro. Et voilà, donc voilà, donc je commence en fait à lire, donc comme on avait expliqué, donc que je reprends encore une fois cette idée, c'est-à-dire que donc dans son livre, Foucault, il explique l'idée que on a rendu le système pénal et le système judiciaire surtout de plus en plus en fait complexe pour qu'en fait à la fin la décision pénale elle soit la responsabilité de personne. Et donc, ce qui permettrait en fait à chaque fois donc de dédouaner en fait le juge de sa décision. Et je veux dire qu'en fait on retrouve un peu cette même idée-là, c'est ce que je veux dire que dans la paracha de la semaine avec Yitro. Donc voilà, je vais simplement lire en fait et j'expliquer comment j'explique ça dans le kiddush qu'on peut faire avec la paracha par rapport à ça. Donc j'étais obligé de ramener tout le texte évidemment parce que voilà, parce que pas tout le monde le connaît, etc. Mais enfin voilà, donc ça c'est le texte en français de la traduction du rabbinat du début de la paracha. Alors, donc, marqué Yitro, le beau-père de Moïse, offrit un holocauste et d'autres sacrifices à Dieu et à Aaron, et tous les anciens d'Israël vinrent partager le repas du beau-père de Moïse en présence de Dieu. Le lendemain, Moïse s'assit pour rendre la justice au peuple, et le peuple se tint debout autour de Moïse du matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse, voyant comment il procédait à l'égard du peuple, lui dit: Que signifie ta façon d'agir envers ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple stationne-t-il autour de toi du matin au soir? Moïse répondit à son beau-père: C'est que le peuple vient à moi pour consulter le Seigneur. Lorsqu'ils ont une affaire, elle m'est soumise. Alors je prononce entre les parties, je fais connaître les décrets du Seigneur et ses instructions. Le beau-père de Moïse lui répliqua: Le procédé que tu emploies n'est pas bon. Tu succomberas certainement, et toi-même et ce peuple qui t'entoure, car la tâche est trop lourde pour toi. Tu ne sauras l'accomplir seul. Or, écoute-moi, vois ce que je veux te conseiller, ce que Dieu te soit en aide. Présente-toi seul représente-toi seul le peuple vis-à-vis de Dieu, en exposant les litiges au Seigneur. Notifie-leur également des lois et des doctrines. Instruis-les de la voie qu'ils ont à suivre et de la conduite qu'ils doivent tenir. Mais de ton côté, choisis entre tout le peuple des hommes éminents, craignant Dieu, amis de la vérité, ennemis du lucre, et place-les à leur tête comme chiliarques, centurions, cinquanteniers et décurions. Ils jugeront le peuple en permanence et alors toute affaire grave, ils te la soumettront, tandis qu'ils décideront eux-mêmes des questions peu importantes. Ils te soulageront ainsi en partageant ton fardeau. Si tu adoptes cette conduite, Dieu te donnera ses ordres et tu pourras suffire à l'œuvre. De son côté, tout ce peuple se rendra tranquillement où il va se rendre. Moïse écouta l'avis de son beau-père et effectua tout ce qu'il avait dit. Il choisit des hommes de mérite entre tout Israël et il les créa magistrats du peuple.
chiliarques, centurions, cinquantenaires, décurions. Il jugeait le peuple en permanence. Les cas difficiles, il les rapportait à Moïse. Les cas simples, il les décidait eux-mêmes. Moïse reconduisit son père qui s'en retourna dans son pays. Donc voilà, donc ça c'est le passage en fait de la Torah qui nous parle justement donc de Yitro qui demande à faire un système en fait où Moshe comment dire il délègue le pouvoir à des juges. Et donc il lui dit si jamais en fait tu le fais, tu pourras survivre, sinon non. Et ça paraît un petit peu difficile de dire pourquoi qu'est-ce qui fait sûr qu'est-ce qui est tellement certain pour Yitro que si jamais en fait il le fait, il va survivre, sinon non. D'où est-ce que comme c'est un peu de la chutzpah, on peut dire de la part de Yitro de dire ça. Et si jamais pourquoi Moshe en fait il accepte la vie de Yitro sans même consulter Dieu. Et puis s'il le pense, et puis pourquoi Moshe en fait il n'a pas pensé ça lui-même tout seul. Pourquoi est-ce qu'il a besoin que Yitro vienne lui dire. Et donc, en fait, l'idée, donc voilà, j'ai ramené ici après un passage en fait du début du livre de Foucault. Bon, je ne sais pas pourquoi je l'ai ramené, moi je l'ai ramené, on le lit quand même. Mais sinon, ce passage-là, en fait, où en fait il explique que ça veut dire l'administration, elle a complexifié le système juridique d'une certaine manière pour qu'à la fin, il n'y ait plus vraiment en fait il y ait plus vraiment de responsabilité sur le juge en fait qui punit et qu'il soit responsable de sa décision, puisqu'en fait la décision elle émane d'un système beaucoup plus compliqué où en fait on prend en compte beaucoup d'avis du type qui font partie du système pénal, d'autres non, etc., etc. Donc, en fait, donc voilà, donc je fais que lire ça, si vous voulez. Donc, en fait, c'est surveillé. Et puis, à page 27. Mais une chose est singulière dans la justice criminelle moderne, si elle se charge de tant d'éléments extra-juridiques, c'est-à-dire des experts psychologiques, etc., des experts en général, ce n'est pas pour pouvoir les qualifier juridiquement et les intégrer peu à peu au strict pouvoir de punir, c'est au contraire pour pouvoir les faire fonctionner à l'intérieur de l'opération pénale comme éléments non juridiques. C'est pour éviter à cette opération d'être purement simplement une punition légale, c'est pour disculper le juge d'être purement et simplement celui qui châtie. Bien sûr, nous portons un verdict, mais il a beau être appelé par un crime, vous voyez bien que pour nous, il fonctionne comme une manière de traiter un criminel. Nous punissons, mais c'est une façon de dire que nous voulons obtenir une guérison. La justice criminelle aujourd'hui ne fonctionne et ne se justifie que par cette perpétuelle référence à autre chose qu'elle-même, par cette incessante réinscription dans des systèmes non juridiques, elle est vouée à cette requalification par le savoir. Bon, c'est-à-dire, bon, ce que Foucault dit, c'est un peu plus complexe que cette histoire-là de la, comment dire, de la diversité, en fait, de la diffraction en fait de la responsabilité. Mais il parle évidemment de l'histoire du savoir, etc., qui est reliée avec le système juridique, en disant que voilà, on veut à chaque fois se justifier par un savoir, etc. Mais grosso modo, l'idée générale, elle est quand même là. Elle est de dire, en fait, mais il a dit à d'autres passages que l'idée principale, elle est si on arrêtait en fait les jugements, ça veut dire les punitions et les châtiments publics, c'est parce qu'en fait, bien que ça asseyait le pouvoir du roi, mais lorsqu'en fait il y avait des problèmes dans la société, si jamais il y avait une famine, etc., le peuple il savait où se retourner et trouver le responsable, et c'était le roi. Donc quand ça allait de moins en moins bien, ou quand dans tous les cas les hommes politiques ne veulent pas prendre la responsabilité. Donc en fait, ils vont cacher la chose et ils vont en fait diffracter le système en le complexifiant au maximum. Donc, enfin, voilà. Donc voilà pourquoi je dis ça. En fait, c'est parce qu'en fait, c'est vrai que si on prend cette idée-là de Foucault et on l'utilise pour utiliser pour expliquer la paration, on peut arriver à un chidouche que voilà. En réalité, ce qui est intéressant, c'est que dans le livre des Nombres, dans le livre de Bamidbar, on nous raconte en fait l'histoire des Béné Israël qui vont avoir des relations avec les filles de Moab, avec les filles de Midian plutôt, et de Moab à Chittim. Et à ce moment-là, on voit que Moshe, en fait, il est incapable, en fait, d'intervenir. Et c'est Pinhas qui doit intervenir. D'abord, Moshe demande aux juges d'intervenir et les juges ne font rien. Et Moshe, donc Hachem demande à Moshe de tuer les juges. Et c'est ce qui va se passer. Et ensuite, Moshe, jusqu'à ce que finalement Pinhas il vienne sauver la situation. Donc, si on lit ce passage, en fait, si on lit ce passage du texte, en fait, ça donne ça. C'est dans marqué, Israël s'établit à Chittim, le peuple se livra à la débauche avec les filles de Moab. Elles convièrent le peuple à leur festin idolâtre, que le peuple mangea et se prosterna devant les dieux. Israël se prostitua à Baal-Peor et le courroux du Seigneur s'alluma contre Israël. Le Seigneur dit à Moïse, prends tous les chefs du peuple, fais-les pendre au nom du Seigneur, face à la face du soleil, pour que la couleur divine se détourne d'Israël. Et Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous immole ceux des siens qui se sont livrés à Baal-Péor.
Cependant, quelqu'un des Israélites s'avança, amena parmi ses frères la Midianite à la vue de Moïse, à la vue de toute la communauté des enfants d'Israël, qui pleurèrent au seuil de la tente d'assignation. À cette vue, Pinchas, fils de Lazare, fils d'Aaron le pontife, se leva du milieu de la communauté, arma sa main d'une lance, entra sur les pas de l'Israélite dans la tente et les perça tous les deux, l'Israélite ainsi que cette femme qu'il frappa au flanc, et le fléau cessa de servir parmi les enfants d'Israël. Ceux qui avaient péri par la suite du fléau étaient au nombre de 24 000. Mais en fait, ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que, donc, premièrement, c'est que Hachem, il demande en fait de tuer les juges. Et dans le Midrash Rabbah, on te dit que justement les 24 000, c'était les 24 000 juges. C'est-à-dire, si vous regardez, j'ai ramené Rashi, mais en dessous de Rashi, vous avez le Midrash Rabbah traduit en français. C'est marqué le nombre de tombés était de 24 000. On dit prenez toutes les têtes du peuple et empalez-les devant le Seigneur au soleil. Rabbi Yehuda a dit il a pendu les chefs du peuple parce qu'ils n'avaient pas protesté contre le peuple. C'est-à-dire qu'en fait, donc Hachem, il demande en fait de tuer les juges. Donc justement, ces 24 000 juges, puisque ce sont tous les chefs de 50 qui sont justement dans l'histoire de la paracha chez nous. Et en fait, Moshe, en fait, il les tue. Mais l'idée par derrière, c'est que pourquoi Moshe lui-même, en fait, il n'avait pas intervenu là-bas. C'est parce qu'en fait, donc c'est comme Rashi ramène le Midrash qui est connu, donc c'est aux yeux de Moshe, c'est qu'ils lui ont dit, Moshe, cette femme est-elle interdite ou permise? Et si tu réponds qu'elle est interdite, qui t'a permis la fille de Yitro? Comme expliqué dans le même passage du Sanhédrin. Et tu vois, donc et tout le monde pleurait, etc. C'est-à-dire qu'en fait, Moshe lui-même, il avait été incapable, en fait, donc d'intervenir parce qu'il était marié à la femme de Yitro, qui était elle-même une non-juive. Et le problème, il est que si jamais il n'y avait pas eu les juges, qui c'est qui aurait dû sauter? C'était Moshe. Et c'est pour ça, en fait, que Yitro, c'est un Pshat Nifla, et c'est sûr que c'est ça l'explication, en fait, dans la paracha. C'est pourquoi est-ce que Yitro, il a demandé, en fait, de diffracter, de créer tous ces juges-là, et qu'on lui dit, mais si jamais tu le fais pas, tu vas crever. Ça veut dire que si jamais un jour, il y a un problème avec les femmes non-juives, etc., en fait, toi, tu pourras rien dire, et ça va être toi, en fait, le responsable, et donc c'est toi qui vas sauter. Alors que si tu mets les juges, tu auras toujours les juges pour eux qui vont être responsables de n'avoir rien fait. Et c'est comme ça que toi, tu vas pouvoir amener le peuple en Israël. Et donc, c'est un chidouche, ça veut dire c'est un pshat que j'ai jamais vu nulle part. Et je pense que c'est, à mon avis, ça me paraît être un pshat vrai. Parce que sinon, la question est de savoir pourquoi est-ce qu'en fait, Yitro, et pourquoi c'est Yitro qui a eu l'idée, en fait, comment dire, de mettre le système, de nommer ses juges. Comment est-ce qu'il peut dire avec tellement de certitude que si jamais, en fait, il le fait pas, ils vont pas arriver en Israël, il va mourir, etc. Et en fait, ça s'explique si jamais, ça s'explique ça s'explique en fait par cette idée-là, c'est-à-dire qu'en fait, Yitro, il avait vu qu'il y avait une possibilité, et c'est aussi pour ça que cet appointement des juges, il est fait quand Moshe, en fait, il se remarie avec Sipora, parce qu'en fait, c'était le mariage avec Sipora qui était la cause en fait de la nécessité d'avoir un buffer, d'avoir quelque chose qui va permettre en fait de prendre la responsabilité au cas où il y avait un problème avec des femmes non juives. Bon, bref, tu vois, ça c'était un petit Torah comme ça. Je ne sais pas, mais ça m'est venu à l'esprit. Je sais pas, ça vaut ce que ça vaut, mais bon, maintenant je rappelle, donc, je vais simplement donc, repartir en fait maintenant sur le thème principal du cours, à savoir comment dire, donc les points que je voulais parler, en fait, à savoir la source en fait de la violence dans une société, la nécessité en fait d'exercer une violence pour extérioriser cette violence, ou au fait d'avoir dans tous les cas des stratégies pour anéantir cette violence, et aussi l'idée en fait de la relation qui est entre la discipline et le pouvoir, et la relation, est-ce que la discipline est une frustration? Ces trois questions-là que je voulais en fait parler, desquelles je vais parler, qui sont liées encore une fois avec la paracha, parce qu'elles sont liées avec l'histoire de Yitro. Pour dire en deux mots, c'est-à-dire pour dire, je ne sais même pas si c'est besoin de faire en fait moi je m'en fous de faire le texte de Foucault, je pense que je vais laisser tomber, parce que ouais, parce que c'est déjà pas mal tard. Et ça veut dire, moi, je vais laisser tomber. Mais en tous les cas, bon, si vous voulez, allez, je le fais. Bon, allez, j'ai pas envie d'entrer parce que sinon ça risque d'entrer dans des problèmes. J'ai pas envie de, je vais pas le faire. Mais en tous les cas, donc, pour expliquer encore une fois, pour répéter encore une fois l'idée principale qui sort du livre de Foucault, c'est la chose suivante, c'est que pour lui, en fait, il faut organiser, donc il y a une sorte de violence qu'il faut imposer, en fait, pour imposer le pouvoir sur la population. Enfin, en tout cas, une stratégie. Cette stratégie, en fait, ça peut être, au lieu d'être, en fait, la punition ou le supplice, etc., en fait, ça peut être simplement la surveillance.
Et par la surveillance, on impose une discipline au peuple, et à la fin, à un tel point que le peuple est capable de s'autodiscipliner. Et voilà. Et c'est nécessaire, en fait, cette chose-là, elle est nécessaire pour éradiquer la violence. Et c'est comme ça que le pouvoir, en fait, il s'exerce sur les individus pour avoir une société qui pourrait être harmonieuse. Mais à chaque fois, en fait, il faut lutter contre ce pouvoir qui est contre nous, etc. C'est pour ça que si vous voulez simplement voilà, tu vois, c'est pour ça qu'à la bon, bref, donc, en tout cas, et donc moi, comme j'ai expliqué, pour moi, je voulais expliquer, pour moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est en fait, selon la Torah, comment est-ce que la violence, elle apparaît dans la société. Et donc, la première chose, et donc évidemment, la violence, elle apparaît dans la société, en fait, par le crime qui est entre Caïn et Hevel. C'est-à-dire que donc, dans la Torah, donc, on nous décrit finalement, donc c'est connu que donc, moi je peux lire le texte de la Torah, on nous dit or l'homme s'était uni à Ève. Donc je saute un petit peu les passages. Donc simplement, je vous dis simplement le passage de l'Exode 12 et de l'Exode 17 que j'avais apporté, c'était simplement c'était pour expliquer en fait qu'on voyait que les Juifs étaient très disciplinés dans le désert, mais que malgré tout, ils remettaient toujours en cause le pouvoir de Moshe. Et que donc, contrairement à ce que semble dire Foucault, il n'y a pas une relation entre la discipline qu'il y aurait dans une société et l'acceptation du pouvoir. Et qu'au contraire, comme je l'ai dit, on voit souvent que c'est les peuples. Ça veut dire que pour que le pouvoir soit stable, le peuple, il aurait intérêt à ce que le peuple ne soit pas discipliné. Et comme j'ai expliqué, par exemple, je donne l'exemple des Gilets jaunes, qui ne peut pas avoir d'impact sur la politique parce qu'il n'est pas discipliné, parce qu'il n'est pas organisé. L'exemple des coups d'État qui viennent toujours de l'armée parce que c'est justement une institution très organisée, très disciplinée. On peut donner plein d'autres exemples où, en fait, à chaque fois, c'est le danger. En fait. On voit tous les pays, en fait, tous les pays, en fait, toutes les dictatures, etc., où il y a une discipline de faire. En général, le gouvernement ne tient pas. Ça veut dire ce qui permet en fait à un gouvernement de tenir, c'est quand justement il n'y a pas de discipline. Et voilà, et ce que je donnais comme exemple ici dans l'Exode, on voit bien que les Juifs sont très disciplinés quand ils reçoivent les ordonnances d'Hachem, etc. Mais à chaque fois, ils sont en même temps, ils remettent toujours en question le pouvoir de Moshe. À chaque fois, ils tentent de les lapider, etc. Donc ça, c'est ce qu'on voit en fait dans les textes que j'ai ramenés ici. C'était des textes pris au hasard dans l'Exode, où on nous dit voilà que je vais les lire, allez, tous les Israélites obéirent comme l'Éternel avait prescrit à Moïse et à Aaron, ainsi firent-ils. Or, ce fut ce jour-là même que l'Éternel fit sortir Israël du pays selon leur légion. Et tous les commentateurs expliquent selon leur légion. Ça veut dire qu'ils étaient organisés par groupe, etc. Qu'il n'y avait pas eu de la casse, il n'y a pas eu il y a pas eu des casseurs qui sont venus casser les choses chez les Égyptiens. En fait, non, tous ils sont sortis organisés en bon ordre, etc. Et comme on voit, ils avaient aussi obéi au commandement de Moshe dans toutes les lois, en fait, qui étaient très pointues, en fait, du sacrifice pascal, etc. Et c'est, en général, on voit les Juifs sont très disciplinés pour appliquer les lois. Mais malgré tout, on voit tout de suite que à chaque fois qu'il y a un petit problème, hop, il faut tuer Moshe. Comme j'ai ramené ici, je vois toute la communauté des enfants d'Israël partis du désert Sine pour diverses réalisations, c'est l'ordre du Seigneur. Donc on voit, ils suivent l'ordre du Seigneur pour aller là où est-ce qu'il faut, etc. Ils ne mettent pas en question les ordres de départ, ni rien du tout. Ils campèrent à Réphidim, où il n'y avait point d'eau à boire pour le peuple. Le peuple se querelle à Moïse en disant, donnez-nous de l'eau pour que nous buvions. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous le Seigneur? Alors pressé par la soif, le peuple murmura contre Moïse et dit, pourquoi m'as-tu fait sortir d'Égypte pour me faire mourir moi de soif et mes enfants et mes troupeaux? Moïse se plaignit au Seigneur en disant, que ferais-je pour ce peuple? Peu s'en faut qu'il me lapide. Et c'est un truc qu'on revoit qui arrive dans tout le temps où les Juifs sont dans le désert. En fait, ils sont pas dociles au pouvoir, malgré la discipline. Ouais, voilà. Donc, pour expliquer l'histoire, donc maintenant, le rapport à la discipline et le rapport à la hiérarchie, etc., et le rapport au pouvoir et la naissance de la violence dans la société, évidemment, donc comme je vous dis, c'est en fait, c'est la naissance, tout ça, la naissance de la violence dans la société, c'est dans l'histoire de Caïn et Hevel, dans le crime entre Caïn et Hevel. Et donc dans la Genèse, on nous dit, donc voilà le texte, on dit, oh, l'homme s'était uni à Ève, sa femme, elle conçut, enfanta Caïn en disant, j'ai fait naître un homme conjointement avec l'Éternel. Elle enfanta ensuite son frère Abel. Abel devint pasteur de menu bétail et Caïn cultiva la terre. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta du produit de la terre une offrande au Seigneur et Abel offrit de son côté les premiers-nés de son bétail, de leur partie grasse. Le Seigneur se montra favorable à Abel et à son offrande, mais à Caïn et à son offrande, il ne fut pas favorable. Caïn en conçut un grand chagrin et son visage fut abattu. Le Seigneur dit à Caïn, pourquoi es-tu chagrin? Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu t'améliores, tu pourras te relever. Sinon, le péché est tapis à ta porte. Et il aspire à t'atteindre, mais toi, sache le dominer. Caïn parla à son frère Abel, mais il advint comme ils étaient au champ, que Caïn se jeta sur Abel son frère et le tua.
Donc, ce qui est intéressant, donc ça veut dire c'est comment est-ce qu'en fait voilà, ce crime il apparaît. Donc, on pourrait dire voilà, en fait c'est vrai, ce que dit Hegel est vrai, c'est-à-dire que même dès que tu mets deux personnes dans le monde, en fait, il faut qu'il y ait quelqu'un qui les surveille pour pas qu'ils s'entretuent. Mais et pourquoi? Parce que voilà. Mais en réalité, l'idée en général, l'idée vraie, ce qui est intéressant de regarder, c'est d'où vient la haine. Et en fait, la haine, elle commence en fait par un sacrifice, où en fait, Caïn et Abel, les deux, ils amènent un sacrifice. La question qu'on pourrait se demander, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont amené un sacrifice? En fait, Dieu ne leur demande pas d'amener un sacrifice. La réponse qu'on est obligé de dire, c'est qu'en fait, ils amènent un sacrifice parce qu'en fait, c'est d'une manière, comment dire, volontaire. C'est-à-dire, en fait, naturellement, c'est comme si, en fait, Caïn et Abel, les deux, ils se sont sentis, en fait, comme on appelle la karatatov, ils se sont sentis, comment dire, euh, pas responsables, mais reconnaissants envers Dieu. Et donc, ils se sont dit, il faut qu'on amène un sacrifice. Maintenant, la différence, ce qui se passe, en fait, c'est que la nature du sacrifice, elle est différente. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est comme donc on le dit clairement, tu vois, donc Rachid le dit que Caïn, il a amené les fruits de la terre, de ce qu'il avait de moins bon. Une Agada rapporte qu'il a apporté des graines de lin. On s'en fiche du lin pour l'instant, mais c'est-à-dire que Caïn, en fait, il a apporté ce qu'il y a de moins bon, c'est-à-dire ce qui lui restait de la récolte. Alors que Hevel, lui, il a apporté le meilleur. Et en fait, ce qui est très intéressant, donc ce que je veux dire, moi, à mon avis, déjà, ce qu'on peut en s'arrêtant là, on peut déjà comprendre une chose, c'est que la Torah, elle ne considère pas en fait qu'il y aurait, des êtres humains qui sont foncièrement, je veux dire, méchants, ou ça veut dire mauvais, qui n'auraient aucun sentiment en fait, comment dire, de reconnaissance, soit envers Dieu, soit envers les autres, soit envers qui que ce soit. Simplement, en fait, il y a différents degrés de reconnaissance. Il y a celui, en fait, qui va donner le minimum possible. Tu vois, le radin, on va dire, même le radin, il donne quelque chose, mais en fait, il va donner le minimum possible. Ça veut dire, il va dire, bon, moi, je prends tout, et puis ce qui reste, je laisse, je donne à quelqu'un, je rends à Dieu, etc. Et il y a celui, en fait, au contraire, que non, qui est très, très généreux, que lui, il va donner le meilleur, et puis il va garder ce qui reste pour lui. Mais dans les deux cas, en fait, on a affaire à une reconnaissance, mais à une reconnaissance qui est déséquilibrée. Et en fait, dans cette en fait, reconnaissance, tu vois, qui est déséquilibrée, c'est là où est-ce qu'il va y avoir la haine qui va naître. C'est-à-dire en fait que on nous dit, voilà, le verset nous dit en fait que Dieu, en fait, il prend le côté de Abel, etc., etc. Mais en fait, là, ce que disent les commentateurs, c'est que si en fait Dieu, il avait vraiment pris le côté de Abel, alors comment ça se fait qu'il meurt à la fin, quoi? C'est-à-dire, si Dieu il était du côté d'Abel, normalement, il aurait pas, Caïn n'aurait pas dû être celui qui survit. Tu vois, ça aurait été dû être Abel, celui qui survit. Donc en fait, Abel, il est aussi considéré comme fautif quelque part. Quand on regarde en fait comment dire, les Midrashim, ce qu'ils expliquent de c'est quoi la faute de Hevel, il y a deux fautes, deux erreurs, on va dire, ces deux critiques qui sont émises contre lui. La première, c'est que c'est pas lui le premier qui a amené le sacrifice. C'est-à-dire en fait qu'on voit que Caïn, en fait, Caïn, même s'il a apporté en fait ce qui restait, c'est lui qui a eu l'idée d'amener le sacrifice le premier. Et que Havel, il fait que le suivre. Il y a marqué Gamrou, lui aussi. Ça veut dire que c'est un truc que tu vois que ça veut dire, ok, lui il a fait, bon moi aussi je vais le faire. Mais après ça, une fois que si tu veux qu'il copie, si on veut, en fait bon il amène quelque chose de meilleur, mais en fait c'est pas lui qui a eu l'idée en fait d'amener le sacrifice le premier. Donc et je vais expliquer, pour expliquer cette idée-là, comment on pourrait interpréter ça, ça voudrait dire la chose suivante. Ça veut dire, en général, et ça explique un peu un côté de la psychologie de l'histoire, c'est que la raison pour laquelle, en fait, c'est-à-dire que Caïn, lui, en fait, il sent la nécessité de rendre, de donner un cadeau, si on veut, à Dieu, ou etc., ou d'avoir une reconnaissance. Pour lui, c'est une nécessité, en fait, vitale. C'est pour ça, en fait, même si Dieu ne lui demande pas, rien que personne ne l'a fait avant lui, c'est lui qui va initialiser la chose, qui va le faire. Mais justement, du fait qu'il se sent en fait tributaire ou dépendant de Dieu, ou dépendant en fait de ce désir qu'il a de rendre quelque chose, en fait, il se dit, comme il se sent en fait, comment dire, dépendant et menacé par rapport à ça, par rapport à ce sentiment-là. Donc c'est pour ça qu'il le minimalise. Parce qu'en fait, pour lui, c'est une nécessité. Et donc cette nécessité, elle le fragilise. Et à cause de ça, il va dire, ben voilà, je vais donner en fait le minimum possible. Parce que sinon, je ne vais pas survivre. Alors que Havel, qui lui, il ne sent pas cette nécessité impérieuse d'apporter, de rendre quelque chose comme cadeau, ni d'avoir de la carte. Il le fait en fait volontairement.
de son propre, pas de son propre chef, parce qu'en fait, son frère, il a fait, il dit, ah, c'est une bonne idée, pourquoi je ne le ferai pas moi-même, mais il ne le fait pas en fait d'une manière, en fait, comment dire, comme une nécessité ou quelque chose qu'il se sentait obligé de faire. Alors, en fait, c'est pour ça que lui, en fait, ça ne lui dérange pas de donner le meilleur. Parce que, en fait, le type pour expliquer l'histoire, c'est que plus un type il est généreux, en fait, ça veut dire moins, en fait, il se sent dépendant des autres. Plus quelqu'un il va être radin, c'est parce qu'en fait, plus il se sent dépendant des autres. Et en fait, le fait d'être radin ou de s'empêcher d'être généreux, c'est en fait un mécanisme de protection parce qu'on est justement très dépendant. Et en fait, c'est vu, cette histoire-là, ça veut dire c'est vu comme une sorte de faute par rapport à Caïn, c'est-à-dire pas de faute, mais de critique. C'est-à-dire, en fait, c'est pour ça qu'en fait, dans cette histoire de la relation entre Caïn et Hevel, on va voir qu'il n'y a pas un bon et un méchant. Il y a en fait deux systèmes qui sont différents et qui génèrent de la haine, mais qui peuvent être en fait, comment dire, réorganisés, ça veut dire arrangés, comme on va voir après. Mais c'est ça la première chose quand les cas qu'on critique chez Caïn, enfin qu'on peut critiquer chez Havel, je voulais dire. Et une deuxième chose, évidemment, ça, ce qui est quelque chose un peu plus intéressante, mais qui explique, c'est le Midrash Rabbah qui est très important, et qui explique la chose suivante, qui dit en réalité, donc quand on lit le verset, il y a marqué que Caïn, il s'est levé. Et alors, donc voilà, j'ai lu le Midrash, j'ai traduit comme j'ai pu en 2 minutes, tu vois, mais il y a marqué Amar Rabbi Yohanan, Rabbi Yohanan, il dit Evel aya gibor mi Caïn. Evel, il était plus fort que Caïn. Shen Talmud lomar vayakom, puisqu'on n'a pas besoin de dire il s'est levé. Et la Melamed, Jayenatun tartav. Ça vient nous apprendre en fait qu'au début, c'est clair que en fait, c'était Evel qui avait pris le dessus sur Caïn. Amarlo, mais il lui a dit, en fait, Caïn, il lui a dit, à Evel, lui a dit, Shenenu ba'olam, il n'y a que nous deux dans le monde. Ma atolach vomer le'aba, qu'est-ce que tu vas dire à mon père si jamais tu me tues? Alors, donc, Nitmala ala Avraham, donc en fait, Evel a eu pitié parce que c'est un gentil, voilà, il a eu pitié. Amad ala vergo. Et donc, en fait, Caïn, il en a profité pour se lever et le tuer. Mintaman, Inun, Amrin, c'est de là où est-ce qu'on apprend le proverbe, il dit Tav levish lo ta'avit, ne fais pas du bien aux gens mauvais, et jamais aucun mal ne t'arrivera. C'est-à-dire, grosso modo, c'est qu'une autre faute de Caïn, de Hevel, à part le fait, donc encore une fois, que sa générosité, elle est le fruit en fait d'une sorte de désinvolture par rapport en fait par rapport à Dieu, par rapport au monde, etc. Ça veut dire qu'il se sent en fait, il se sent comment dire non dépendant, etc. Et donc en fait, il donne quand il a envie, on va dire. Mais c'est ça ce qui lui donne sa possibilité de la générosité. En fait, le deuxième point, le deuxième comment dire, le deuxième point, c'est que en fait, à la fin, il avait le dessus, puisqu'en fait, il a attaqué, donc en légitime défense, il est plus fort, etc. Et il n'assume pas le fait, en fait, qu'il a le dessus. Et au lieu de tuer Caïn ou de se défendre, etc., il se laisse tuer par Caïn. Et c'est à cause de ça qu'il meurt. Ça veut dire, on dit que c'était ça la faute. La faute, c'est qu'en fait, il aurait jamais dû, il aurait pas dû, en fait, il aurait dû assumer le fait qu'il était le plus fort. Il aurait dû assumer le fait qu'il est comment dire, en légitime défense, etc., et que sa vie, elle était plus importante. Donc, il est responsable d'avoir laissé, en fait, son frère le tuer. C'est ça, et c'est une faute. C'est une faute. Et donc, mais ce qui est intéressant dans toute cette histoire-là, c'est de comprendre en fait que comment en fait qu'est-ce qui se passe en réalité. La question est de savoir aussi pourquoi est-ce que finalement, on peut poser la question encore une autre fois, c'est pourquoi est-ce que Caïn en fait il tue Havel, puisqu'il voulait que Havel il n'allait pas le tuer ni rien du tout, etc. Mais en réalité, on peut avancer, et ça paraît un peu un truc qui va être un peu plus évident, c'est que justement, en fait, Havel et Caïn, ils ne pouvaient pas supporter que celui qui est au-dessus, c'est pas quelqu'un en fait qui veut pas le tuer. Ça veut dire comment c'est possible que voilà que ça veut dire c'est un petit peu comme je disais au début sur le rapport à la hiérarchie, le rapport en fait le rapport au pouvoir, le rapport en fait à la structure, à un monde structuré, etc., hiérarchisé avec des ordres, etc., avec une discipline qui serait liée au pouvoir. En fait, pour Caïn, c'est impossible en fait d'imaginer quelqu'un qui aurait le dessus, qui soit pas lui-même le plus fort et donc qui frappe pas le plus faible. C'est pas possible. Si jamais en fait il est comme ça, c'est pas quelqu'un en fait qui peut avoir le pouvoir. Ça veut dire le pouvoir, il doit être le fruit, c'est un peu ce que Foucault il dit, c'est ce que Hegel il dit, etc. À chaque fois, ça veut dire en fait même le pouvoir religieux, etc., etc. Il doit venir en fait de quelqu'un
qui a une autorité qui est assise sur une discipline, et sur une discipline qui est assise sur une nécessité de se sentir, on va dire, partie du groupe, etc., etc., et comme un petit peu, et comme dirait Nietzsche, etc., et qui doit assumer le fait que c'est lui le plus fort et, que c'est une responsabilité pour lui, le fait qu'il soit le plus fort, qu'il assume en fait cette position d'être plus fort. Et ça, pour Caïn, c'est comme ça que lui, il voit la chose. C'est pour ça qu'il ne peut pas supporter un type qui a le dessus et qui ne le tue pas. Et si quelqu'un il est comme ça, ben, ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un en fait, qui mérite de vivre. En tous les cas, ce n'est pas quelqu'un qui mérite d'avoir le pouvoir et d'être le plus fort. Donc, il faut l'éradiquer. Et c'est intéressant de voir tout ça, c'est parce que ce qui est intéressant de comprendre dans cette histoire-là, c'est que Caïn, c'est pas un mauvais. Ça veut dire, encore une fois, c'est lui qui a eu l'idée d'amener un sacrifice. C'est lui qui a voulu être reconnaissant, etc. Sauf qu'en fait, il y a comme une sorte de déséquilibre entre la manière d'être reconnaissant qui fait, en fait, qui crée la haine. Voilà, dans le, comment dire, dans le même, si on veut, même quand on regarde un petit peu dans le Rambam, justement, dans le Guide des Égarés, etc., que lui, il explique en fait ce déséquilibre qu'il y avait entre Caïn et Hevel, c'était justement un déséquilibre qui était lié à la relation qu'il y avait entre Adam et Ève. Qu'il y avait, ça veut dire qu'il y avait en fait, c'est vrai, une relation entre Adam et Ève, tu vois, de reconnaissance, etc., mais que cette relation de reconnaissance, elle était déséquilibrée à l'image de cette relation de reconnaissance qu'il y avait par rapport à Dieu, qui a créé en fait, tu vois, la haine entre Caïn et Hevel. C'est-à-dire quelqu'un, tu vois, qui va toujours, qui se sentait un peu sur la défensive, etc., et donc qui va toujours donner le minimum, ou quelqu'un que tu vois qui se sent pas du tout, comment dire, dépendant, et donc qui va toujours, ça veut dire, qui peut être très généreux, mais qui en fait, il en a un peu rien à foutre. Et c'est cette même, comment dire, c'est cette même, comment dire, déséquilibre qui se retrouve en fait chez Caïn et Hevel, et qui est en fait la naissance en fait de la violence dans la société. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que donc quand on regarde en fait dans les livres, dans les Zohar, etc., bon, j'ai ramené plein de sources, etc., je ne sais même pas pourquoi je les ai ramenées, parce que la vérité, c'est que je n'avais pas le temps, donc j'ai préparé un petit peu comme je pouvais. C'est que l'idée, donc, c'est un truc qui va être repris partout, qu'on voit dans les versets, etc., qu'en fait, Yitro, c'est un Gilgul ou c'est un tikkun de Caïn, alors que Moshe, c'est un tikkun de Hevel. Ça veut dire, on le voit, un peu partout, on le voit beaucoup. Je vais commencer peut-être par l'histoire de Caïn, même que ce n'est pas l'ordre des photocopies, c'est des textes. Si on descend un peu, on saute un petit peu tous les trucs que j'ai ramenés du Zohar et compagnie qui parlent de Moshe, mais en fait, parce que c'est plus explicite en fait au niveau de Yitro, parce que bon, c'est du Chumash Rashi, quoi, c'est pas la peine de se casser la tête. C'est-à-dire que donc dans les nombres, quand en fait il y a Bilam et qui voit en fait qu'il y a une vision de ce qui va se passer dans les temps messianiques. Donc à un moment, donc il parle de Yitro, enfin du Kéni. Tu vois que Kéni, normalement, ça veut dire celui qui vient de Caïn. On sait que tu vois que Yitro, il appelait Chavera Kéni, etc., dans plein d'histoires, dans la semaine. Donc en fait, dans l'after de la semaine dernière, donc ça veut dire en fait, c'est celui qui vient du Kéni, de Caïn. Moi, je dis le verset d'abord. Vaïssa Meshalo Vayomar, Etal Moshavecha, Vesim Besela Kinecha. Ça veut dire, est puissant et voilà ta demeure, on va dire, et tu peux mettre dans ton rocher ton bâton. Quelque chose comme ça. Kim Yelever Caïn, Adma Ashur Tisveka. Ça veut dire, même si jamais Caïn va être détruit. Ton nid, non? Ouais, il y a plein de traductions possibles, hein, je vais dire ça, tu vois. Il y a la traduction, en fait, du Tony, ils ont dit, OK, Kinecha, ils ont mis Tony, OK. Pardon, t'as raison, tu as raison. Ils ont mis Tony, je pense qu'on peut dire Cané, mais la chaîne Cané. Parce qu'après, dans les Zohar, tu vois, en fait, on explique beaucoup l'histoire que c'est l'idée avec le canet de Moshe, etc. Le bâton de Moshe, c'était le bâton de Caïn, etc. Mais bon, mais tu vois dont il est question ici. Mais tu vois, mais bon, tu as raison, qu'en fait, c'est vrai qu'ils ont traduit Kinecha, ils ont dit Tony, ou Hazak, je sais pas qui l'a dit, mais Hazak. Comme c'est marqué en bas, dans la traduction du rabbinat. Mais c'est la Kinecha, et mets donc sur ton rocher ton lit. Kim les vers Caïn, Adma Ashur Tisveka. Ça veut dire, car même si jamais, donc, voilà, je prends plus de risques, je lis ce qui est marqué en bas, car s'il est consumé au Kénéen, ô combien peu de temps Assur te fera captif. Mais en tous les cas, donc, en fait, dans le Rashi, donc, on te dit que, donc, bref, Rachid explique que tu vas à Kéni parce que le Kéni s'est installé à côté de Amalek, comme il est écrit, Shaoul dit à Kéni, et il est mentionné après Amalek. Bon, ça veut dire que Yitro et les descendants de Yitro, ils habitaient à côté d'Amalek, et il mentionne d'après Amalek, il est considéré la grandeur des descendants de Yitro, dont il est écrit Tiratim, Chimatim, ou je ne sais pas quoi, Soukatim, grosso modo, ça veut dire qu'en fait, c'était des membres du Sanhedrin par la suite.
Et donc, il dit, puissant de ta demeure, je m'étonne que tu aies mérité cela, alors que tu as conseillé comme moi à Pharaon, allons agissant avec sagesse contre lui, et maintenant tu résides auprès du fort, du puissant d'Israël. Car il sera pour brûler Caïn. Heureux es-tu d'être fixé près de cette puissance, car tu ne pourras plus être chassé du monde. Car s'il est vrai que tu seras un jour exilé avec les 10 tribus et que tu disparaîtras de l'endroit où tu t'es installé, peu importe, jusqu'à ce qu'Achour te capture, jusqu'où t'exileras-tu? Sera Sarkia ou Achavor, ce ne sera pas une expulsion du monde, mais simplement un bannissement d'un endroit à un autre, et tu reviendras avec les autres exilés. Donc, on voit bien donc cette histoire de Yitro, tu vois, donc on te dit qu'il est toujours, il est associé clairement dans la Torah à Caïn. Et dans l'histoire, c'est qu'évidemment, on nous parle en fait de Caïn qui a été chassé et qui devait être exilé. Et finalement, par Yitro, il y aura un retour des gens de Yitro en Israël, etc. Donc, il y a un retour de l'exil. Il y a en fait ça veut dire une réparation en fait de la faute de Caïn qui est faite par Yitro. Maintenant, si on repart sur l'histoire de Moshe, par exemple, on voit que Moshe, c'est un Gilgul de Hevel. Bon, ça, c'est un truc qui est assez. Ça veut dire, on le voit beaucoup. Ça veut dire, comme il y en a qui disent, tu vois, que Moshe, c'est quoi? Il y en a qui disent c'est Mashiach, Shet et Hevel. Il y en a qui disent, etc. Bon, bref, mais donc, dans les Zohar, c'est beaucoup ramené que Moshe, en fait, c'est le Gilgul de Hevel. La raison, mais disons, pour expliquer ce que le Zohar va dire, moi je vais essayer d'inclure un petit peu le Tikkun Zohar que j'ai ramené en haut, où en fait on te dit que Shet ou Gilgula Kadma de Hevel, donc Shet c'était le premier Gilgul de Hevel, parce qu'en réalité, tu vois, l'idée c'est que quand Ève elle donne naissance, elle dit qu'Hachem m'a donné une nouvelle descendance à la place de Hevel parce qu'il avait été tué par Caïn. Donc on voit bien en fait que Shet, c'est la première fois qu'il y a une réincarnation, si on veut, il y a un Gilgul, puisqu'en fait il remplace quelqu'un d'autre. Sur lequel il est marqué Béchégam. Ça veut dire, pour expliquer, c'est Hevel, que c'est Hevel. Pourquoi alors? Qu'est-ce que ça veut dire Béchégam, c'est Hevel? Donc, pour expliquer ça en deux mots, c'est que quand on regarde en fait dans le pasouk, donc ce pasouk, c'est un pasouk très connu qui est avant le déluge, où en fait Hachem il dit Vayomer Hachem lo yadun ruchi Adam, ça veut dire bon voilà, mon esprit ne résidera plus, n'animera plus les hommes pendant une longue durée, Veshegam ou Bassar, car lui aussi devient chair. Vayou Yamav Mer Besrim Shana, et son temps sera 120 ans. Voilà, j'ai pris aucun ici. Et donc, ça veut dire grosso modo que l'idée, c'est que, en réalité, donc le sens littéral, ça peut vouloir dire que Hachem, il dit, voilà, dans 120 ans, je vais amener le Maboul et je leur laisse 120 ans pour, comment dire, pour faire Teshuvah, etc. Mais en réalité, l'idée, c'est de dire que l'homme, en fait, l'homme, comme en fait, c'est une chair, etc., donc il va faire des fautes, etc. Et donc, la vie maximum qu'il peut avoir après le déluge, c'est 120 ans. Enfin, après, ça veut dire l'époque de Moshe. Et en fait, Béchégam, c'est la gématria de Moshe. Béchégam, c'est 345, voilà, c'est facile. Et c'est la gématria de Moshe, qui a vécu 120 ans. Et en fait, le Zohar, il se base sur ça. Si on se rappelle un petit peu, qu'on voit que quand Havel, il avait amené son sacrifice, il a amené Gamrou, lui aussi. Comme on a vu que c'était ça son erreur, c'est que ce n'est pas lui qui avait eu l'idée, ou que c'était pas son idée à lui d'amener le sacrifice, c'est parce que simplement, quand il l'a fait, moi aussi je fais. Donc c'était un truc secondaire. Et donc c'est pour ça en fait que le Zohar, il en profite pour dire voilà, Veshegam ze Hevel, Veshegam ze Moshe. Tu vois, et après ça, on dit, bon, c'est pour ça qu'il y a marqué Alias Moshe. Bon, ça, c'est une autre histoire, etc. Mais ça veut dire que le Zohar, il dit clairement que, en fait, comment dire, que Moshe, que Hevel, Moshe, c'était un Gilgul de Hevel, dans le sens où on voit clairement, qu'est-ce qu'on voit? Ça veut dire, ce qu'on voit, c'est que de la même manière que Moshe, par exemple, tu vois, Hevel, il a laissé, en fait, Caïn le tuer. En fait, Moshe aussi, il va toujours se faire passer après les autres. Ça veut dire, quand les Juifs font la faute du veau d'or, il dit, voilà, tue-moi, mais ne tue pas les autres. Etc., etc. Donc, ça veut dire, il y a ce côté, en fait, d'être complètement, ça veut dire, d'être, on va dire, trop humble, si on veut dire un truc comme ça, et qui fait, en fait, tu vois, qu'il fait passer les autres avant lui. Donc, c'est pour ça que c'est un Gilgul de Moshe. Ça veut dire, c'est un Gilgul, Hevel et Moshe et Noach, évidemment, le troisième larron de l'histoire, parce qu'en fait, c'est le mauvais côté, en fait. Pour expliquer l'histoire de pourquoi est-ce que Moshe, c'est aussi le Gilgul de Noach, et que c'est lié avec ça, c'est parce qu'en fait, l'histoire, c'est comme ça, c'est que et que Noir, c'était aussi en fait un Gilgul de Hevel. C'est la raison, la manière dont ça fonctionne, c'est parce qu'en fait, c'est les deux faces d'une même médaille, un peu de ce que j'ai parlé un petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire que
la raison pour laquelle quelqu'un il peut être très généreux, comme Moshe, etc., ou comme Hevel, c'est parce qu'en fait, d'un côté, il n'en a rien à foutre de personne. Et ça veut dire que Noir, c'était le mauvais côté. C'est le côté de la médaille de dire, ah bon, il va y avoir le déluge et tout ça. Bon, moi, je me fais une boîte, j'ai ma teva, je sauve ma famille, et bien le bonjour chez vous. Tu vois, si ce sont Hachem, il en a la foutre de votre gueule, tant pis pour vous, et tout va très bien. Et en fait, et c'est un peu l'histoire de Hevel, en fait, tu vois qu'il a rien à foutre depuis le début d'amener un sacrifice, ni rien. Ça veut dire, il vit, ça y est, il est dans son monde, il se sent, comment dire, indépendant et donc autosuffisant, donc il n'a pas besoin des autres. Et ça, en fait, ce sentiment de se sentir en fait indépendant, de ne pas avoir besoin en fait justement de graviter dans une hiérarchie ou des choses pareilles, etc. Et cette idée-là en même temps d'être généreux, elle est liée. Ça veut dire ces deux aspects de la même médaille. Moshe, c'est-à-dire noir, c'est l'aspect en fait, ben voilà, comme j'ai besoin de personne, ben, tant pis, Dieu il veut vous détruire, ben, allez, bien le bonjour c'est vous et je me sauve à moi et ma famille. Le côté, en fait, le deuxième côté de la médaille, c'est en fait c'est Hevel qui dit ben voilà, je fais passer tout le monde. Il est tellement généreux, mais justement, cette générosité, elle vient du fait en même temps parce qu'il est indépendant. C'est un peu comme s'il s'en fout, tu vois. Donc, il fait passer tout le monde avant lui. Et en fait, Moshe, il va devoir faire le tikkun de ces deux problèmes, c'est-à-dire en même temps de faire passer en fait, ça veut dire voilà de faire toujours d'être trop modeste, de faire passer les autres, etc. Et ça, donc, c'est un peu qu'on voit qu'il a toujours ça quand il dit, voilà, après la faute du veau d'or, efface-moi du livre, etc. Et en même temps, l'idée au contraire, de ne pas s'enfermer en disant, voilà, j'en ai rien à foutre des autres, puisque la première chose qu'il fait, c'est quand il voit les Juifs qui sont en fait comme battus avec les Égyptiens, c'est d'essayer de les sauver, etc. Donc, en fait, c'est pour ça que Moshe, il a ce tikkun, si on veut, ce tikkun à faire par rapport à Yitro, qui lui, en fait, est le tikkun de Caïn. Non, je vais essayer d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire expliquer un peu plus dans l'idée, c'est que quand on regarde l'histoire, c'est qu'on voit que Caïn, en fait, pourquoi Caïn il a tué Ève? Comme on a vu, c'est parce que d'un côté, il disait voilà, c'est pas possible que si jamais que le fort, ils veulent pas prendre le dessus. Si le fort ne veut pas prendre le dessus, donc c'est moi qui dois le tuer. En grosso modo, c'est exactement l'histoire comme donc dans les livres, le Shla Kadosh, etc., il va expliquer que le tikkun de Yitro, il a fait quand justement il a voulu établir des juges. Quand il donne le conseil en fait à Moshe dans la paracha en disant on va établir des juges, on va faire une hiérarchie. Puisqu'en fait, évidemment, le fait d'avoir tué son frère en cachette, c'était en fait c'était le contraire de penser qu'il y avait un jugement, etc., qui était au-dessus, et qu'il fallait en fait qu'il fallait en fait un système de justice qui punisse en fait celui qui tue, etc. Donc le tikkun, il le fait en établissant en fait ce système de hiérarchie des juges. Et donc en fait, voilà, ça c'est, on va dire, ça c'est la première chose qu'on va voir. Ce qui est intéressant, par contre, tu vois, ce qui est très intéressant, c'est que en fait, puisqu'en fait, voilà, donc maintenant, je reviens un peu sur Moshe pour essayer d'expliquer sa relation avec Yitro, etc. C'est comment est-ce que Moshe, en fait, il rentre en relation avec Yitro au début. C'est parce que lui aussi, en fait, il va tuer quelqu'un en cachette. Ça veut dire que Moshe, il va tuer l'Égyptien. Ça veut dire comment ça se passe, c'est que Moshe, il tue l'Égyptien en cachette, alors que, comme on l'a vu, c'est un des gros problèmes qu'il y a dans tout le livre, c'est que normalement, il aurait pu utiliser le système juridique pour l'aider, et qu'il ne le veut pas. C'est-à-dire, lui, il était un prince égyptien, il aurait pu empêcher l'Égyptien de tuer le Juif de différentes manières, c'est certain. Il a été protégé par le roi, etc. Il aurait pu faire ça, il aurait pu utiliser le système plutôt en fait que de faire un attentat terroriste et de tuer quelqu'un en cachette, et que c'est quand il va tuer quelqu'un en cachette que finalement il va s'enfuir et qu'il va rencontrer Yitro, que Yitro va lui proposer sa fille. Et l'idée par derrière, si on veut comprendre en fait cette idée-là, tu vois, c'est pas moi, tu vois, qui a eu cette idée, qui a remarqué ça, c'est le Shla en fait d'Akadosh qui va même plus loin puisqu'il va ramener dans des gématriotes, puisqu'on voit que quand il est marqué Vayar et Amitzri, il a frappé l'Égyptien. Vayar, c'est la gématria de Hevel, alors qu'Amitzri, c'est la gématria de Moshe. Et la question est de savoir en fait, tu vois, ok, alors qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est comme ça, et qu'est-ce que ça veut dire. Donc, en fait, l'idée par derrière, c'est d'expliquer qu'en fait, on voit bien que Moshe, à chaque fois, justement dans cette histoire-là, c'est le point d'achoppement, si tu veux, entre Moshe et Yitro et compagnie, c'est que Moshe, lui, en fait, comme on a vu, il veut pas établir un pouvoir qui soit lié par une hiérarchie. C'est pour ça qu'en fait, comme au début, naturellement, lui, en fait, il voulait avoir une relation directe avec tous les Juifs, etc. Il voulait pas, en fait, un système de hiérarchie dans le jugement et compagnie, etc.
Et même à chaque fois, si tu veux, il est en fait, à chaque fois, lui, ça veut dire que les gens, ils veulent à chaque fois, lui, ça veut dire, comment dire, le lapider, etc., etc. Et bien qu'en fait, il a un pouvoir, ça veut dire, il peut ouvrir la mer, il peut ouvrir la terre, il peut faire ce qu'il veut. Il pourrait facilement, en fait, utiliser, ça veut dire, ses pouvoirs pour, en fait, rétablir l'ordre. Il le fait jamais. Et parce qu'en fait, comme un peu comme Ravel, ça veut dire que lui, il voit en fait que, voilà, ok, c'est pas la peine. Ça veut dire, qui dit que en fait une société, elle a besoin d'une discipline ou on va dire d'une hiérarchie pour fonctionner. Et qui dit que le pouvoir, il doit être assis en fait par une hiérarchie ou par un système en fait par un système de force ou par rapport et qui instaure une structure très solide en fait et très quadrillée en fait d'une société. Et en réalité, l'histoire, c'est que donc Moshe, en fait, si on veut, c'est un hors-la-loi. Comme le vrai hors-la-loi, en fait, par nature, c'est Hevel. Le vrai hors-la-loi par nature, c'est Moshe. Et en fait, l'idée, c'est que la faute de Hevel et ce qui est arrangé par Moshe quand il tue l'Égyptien, c'est qu'en fait, c'est que celui qui a une nature d'être hors la loi, qui ne veut pas rentrer dans le système, etc., que c'est ça ce que Moshe il était. En fait, son tikkun, c'est quand il va utiliser justement, il prend la responsabilité d'être hors la loi pour faire une action qui est hors la loi et pour résister au pouvoir. Chose que Hevel n'avait pas fait quand il s'est laissé tuer par Caïn. Et donc, une fois qu'il a fait ça, il a fait le tikkun, si tu veux. Il a fait le tikkun de Hevel en tuant l'Égyptien, en utilisant le fait qu'il est par nature hors la loi, hors système, et qu'il aime pas, on va dire, ces hiérarchies et tous ces machins-là, parce qu'il assume, en fait, ce fait-là. Hevel, lui, Caïn, en fait, et Yitro, etc., lui, en fait, il a besoin de. Ça veut dire, lui en fait, il voit le monde, en fait, qu'à travers, en fait, une hiérarchie, qu'une relation de pouvoir, etc. Il a besoin de cette structure pour vivre, on va dire. C'est ça l'idée d'amener un sacrifice, de se sentir obligé d'amener un sacrifice, etc. Il a besoin de se sentir, en fait, encadré par une discipline, par un ordre, par une hiérarchie. Et donc, en fait, lui, quand il va en Israël, etc., donc, le tikkun, il est quand il ramène Sipora à Moshe. Et quand on regarde, c'est qu'à chaque fois, il met Moshe au-dessus de lui. C'est-à-dire que ce que Caïn n'avait pas fait. C'est-à-dire que Caïn, ça veut dire, si on regarde dans la Torah, dans toute cette histoire de Caïn et Hevel, il n'y a pas en fait un rejet, comme on pourrait dire une critique, tu vois, fondamentale, comme il y a chez Foucault ou chez tous les postmodernes, si tu vois, chez Sartre ou whatever, de tout ce qui veut dire, ah voilà, une société, c'est une violence, on peut opposer qu'une violence à une violence, il faudrait une société sans violence, des choses pareilles. Il n'y a pas en fait une critique par rapport à ça, puisqu'on comprend que la nécessité d'une discipline, d'une hiérarchie, d'un quadrillage, etc., ça peut être quelque chose qui est nécessaire pour certains types de personnes, que ceux qui descendent de Caïn, si on veut. Mais on comprend aussi qu'il y a des personnes qui sont complètement réfractaires à ça, qui sont comme Moshe ou comme Ravel, qui ne peuvent pas supporter en fait à vivre dans une situation super quadrillée et comment dire et voilà enfermée dans une hiérarchie ou des choses pareilles. L'idée, quand on regarde dans l'histoire de Yitro avec Moshe, c'est que les deux, ils arrivent à vivre ensemble. Mais l'idée, pour que les deux ils arrivent à vivre ensemble, il faut qu'à la fin, et c'est ce que fait Yitro et c'est ce qu'il y a marqué dans le livre, c'est que Yitro, il donne quand même la suprématie à Moshe en disant, tu vois, que c'est le hors-la-loi, c'est celui qui n'a pas besoin de discipline, c'est celui qui n'a pas de, tu vois, ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'une hiérarchie, etc., ou d'un rapport de force, qui doit être au-dessus de celui, en fait, qui a besoin de cette hiérarchie, de cette discipline, etc., etc. Mais l'idée, c'est pas que ce soit une hiérarchie, justement, qui est un au-dessus de l'autre, un écrase l'autre, c'est l'idée d'arriver, en fait, où les deux fonctionnent ensemble. Et c'était ça, en fait, le tikkun c'est ça le tikkun, en fait, de Yitro avec Moshe, qui était, en fait, une préparation au Har Sinaï. C'est-à-dire, en fait, c'était l'idée de faire vivre ces deux types de systèmes qui sont, en fait, qui paraissent incompatibles et qu'il fallait, en fait, faire allier, en fait, pour pouvoir, en fait, comment dire, pour pouvoir amener à la Torah. Voilà. Et, en fait, voilà. Donc, en fait, pour grosso modo, c'est ça ce que je voulais dire. Donc, je ne sais pas si je vais rester. Voilà, je pense que j'ai fini tout ce que j'avais à dire. Voilà. Mais summarize, ça veut dire pour faire un résumé en fait de ce que j'ai dit, pour répéter, donc pour faire un résumé. Donc j'ai parlé en fait dans le premier point, j'ai simplement expliqué une idée en fait que c'est vrai que ce qu'on voyait dans l'histoire de Yitro, c'est ça veut dire le fait en fait de diffracter le pouvoir, en fait, c'est-à-dire de déléguer le pouvoir et de le morceler et de créer une hiérarchie, etc.,
en fait, ça permet, Yitro dans la paracha dit que ça va sauver la vie de Moshe. On ne comprend pas comment c'est possible. Et en fait, on peut expliquer ce passouk justement en regardant l'histoire avec Shittim qui s'est passé par la suite, où finalement Hachem il a demandé de tuer les juges, alors que si jamais en fait Moshe il n'avait pas créé ses juges, c'est lui en fait qui aurait dû être tué puisqu'il a été incapable de répondre. Et donc on voit qu'il y avait comme une sorte de création de buffer qui a permis en fait qui a sauvé un peu la vie de Moshe. C'est peut-être ça l'explication du passouk, et il y a sûrement quelque chose à creuser par derrière. Et bon, ça, c'était une introduction, c'était quelque chose comme ça. Dans la deuxième chose, dans la deuxième partie que j'ai voulu parler, donc j'ai voulu donc expliquer, en fait, parler en fait de l'existence, on va dire, de la violence dans la société, ça veut dire d'où est-ce qu'elle vient d'après la Torah. Donc, comme j'ai dit, chez les philosophes, surtout chez Hegel, mais chez Marx et chez tous les philosophes en fait du XXe siècle, on pense que là, en fait, la violence elle est inhérente à une société et qu'on a besoin d'avoir des stratégies pour les éradiquer. On voit bien que la Torah, elle explique que c'est vrai que la violence, elle est naturelle. Ça veut dire qu'elle intervient très tôt dans l'histoire de l'humanité, puisque c'est la première génération. Mais elle explique en fait que cette violence, elle n'est pas, comment dire, c'est pas quelque chose en fait c'est quelque chose en fait, ça vient pas en fait d'une volonté en fait même de jalousie ou de crime, etc. C'est en fait une manière de gérer l'amour en fait. La violence, elle vient en fait d'une difficulté à gérer l'amour, si on veut expliquer l'histoire, puisqu'en fait les deux, ils sont reconnaissants, mais ils sont pas reconnaissants de la même manière, parce qu'en fait ils n'ont pas la même manière en fait de se sentir, de sentir leur relation les uns avec les autres. Et c'est de là où la violence, elle est née. Ensuite, tu vois, donc, ce que j'ai voulu expliquer, donc j'ai parlé aussi donc, en fait, de la relation qu'il y avait entre la violence et le pouvoir, je veux dire la discipline et le pouvoir, et la relation qu'il y avait entre voilà, est-ce que la discipline était en fait une frustration. Et ce que j'ai expliqué, c'est qu'en réalité, pour certaines personnes, la discipline, c'est une frustration, pour d'autres, c'est une manière de vivre. Et en fait, c'est un choix, etc. Et donc, c'est deux types de personnes qui sont en fait dans la Torah symbolisées par Caïn et Hevel et qui doivent en fait essayer de s'harmoniser. Voilà, j'arrête ici. Je pense que voilà que j'arrête ici. Voilà, j'arrête. Voilà, je pense que voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Voilà, je sais pas ce que ça vaut, mais bon voilà. Voilà, j'arrête. Je commence à partir. Voilà. Azak, c'était très bien. Ok, moi je sais rien. Je sais pas si vous avez des questions, il n'y a pas de questions. Oui, merci Rav. Si vous permettez une petite question. Allez. Vous avez repris l'idée de Rachi que la seconde femme était toujours Tzipora qui va épouser, qui va créer le conflit avec Myriam et son frère, mais alors que la Torah nous dit que c'est une couchite. Alors c'est un point de détail, mais pourquoi affirmer comme Rachi que c'est toujours Tzipora alors que la Torah nous dit que c'est une couchite? Bon, ça c'était un petit point de détail. Après... c'est marqué dans le verset. Avec Hatzipora Beto Harshiluchea, c'est le verset, il le dit. Maintenant, ça veut dire que tu ne peux pas aller contre. Maintenant, voilà. Après ça, qu'il y a encore une autre. La femme dont il est question ici, c'est sûr que c'est. Après ça, ce qu'il y en aurait. Ça, c'est sûr, ça c'est marqué explicitement, tu vois. Après, ça, même si on l'appelle couchite. Mais on l'appelle pas couchite pour l'instant. La couchite, ça serait peut-être une autre qui serait arrivée après, tu vois. Ouais. Mais oui, c'est je pas parle ça de là. l'épisode de Myriam, d'accord. Je Ouais, parle de l'épisode de ça, c'est notre histoire. Ça, c'est oui, voilà, c'est ça, c'est là que je parle de couchite. Hein. Ouais, et puis mais bon, mais je veux dire simplement, à part ça, c'est pas une question tellement, parce que c'est clair que les Médianim, c'était des gens qui habitaient au Soudan ou des choses pareilles, de grandes chances qu'ils soient noirs, quoi, je veux dire. Bon. Et puis, vous avez effectivement développé l'idée de Foucault, de discipline, effectivement, l'autodiscipline en démocratie, etc. Et on voit à l'évidence dans notre société d'aujourd'hui que s'il y a une discipline, elle est véritablement dans les pays dictatoriaux, du style Parti communiste chinois, où là, il y a une discipline totale, où personne ne bouge une oreille. Alors que si en Europe, on laisse l'autodiscipline, on voit que c'est une gabegie épouvantable. Et secondo, on a parlé des juges, mais quand même, Israël a été dirigé par les juges pendant 400 ans. Il y avait quand même 6000 juges à ce moment-là, effectivement, en Israël, alors que par rapport à aujourd'hui en France, il n'y en a que 3560, je crois. Il y avait beaucoup plus de juges en Israël du temps des juges qu'aujourd'hui en France, avec 60 et quelques millions d'habitants. Mais ces juges, à partir du moment où ils appliquaient la loi d'Hachem, la loi de la Torah, bah, tout allait bien, a priori, à partir du moment où on suit ce principe-là. Oui, non, bien sûr, mais la question c'est de savoir, c'est compliqué. C'est-à-dire que quand on regarde dans le livre de Devarim, une des choses que Moshe, ça veut dire, il reproche aux Juifs, c'est justement d'avoir choisi ses juges.
Quand on regarde du Vatikrevou et la Kulchem, Tom Roux, blablabla, et en fait, je ne sais plus ce qu'il dit, tu vois, en fait, grosso modo, dans le Devarim, c'est un reproche le fait d'avoir accepté ce système-là proposé par Yitro. Donc, c'est plus, Moshe, il le voit ça comme d'une manière négative. Maintenant, parce qu'évidemment, la réponse à la question, elle est simple, c'est-à-dire que c'est comme si tu dis, c'est ce que Rachid dit là-bas, si jamais quelqu'un, en fait, il peut, c'est comme si jamais, en fait, je peux avoir une info. Imagine, je ne sais pas comment expliquer, ça veut dire, tu peux parler à Einstein en direct. Et puis après ça, tu as besoin de poser des questions, etc. Au lieu et Einstein dit, si je suis là pour répondre à toutes tes questions, mais en physique ou j'en sais rien. Et au lieu de ça, tu vas aller voir un prof de cinquième pour qu'il te donne les réponses, tu comprends? Ça veut dire, si tu voulais vraiment savoir la réponse, tu veux vraiment en fait savoir plus, il faut poser la question à Einstein, tu vois? Et ça veut dire, et si tu refuses ça, ça veut dire en fait d'une certaine manière, tu ne veux pas en fait aller au bout de ton potentiel, tu vois? Et donc c'est pour ça que c'était bien, si on veut, mais c'était bien s'il y avait personne, s'il n'y avait pas des types comme Moshe. Le problème, c'est que voilà, c'est comme si Caïn, c'était pas un type mauvais, puisqu'il amène un sacrifice, mais il devenait mauvais à l'époque, à un moment où il y avait un type comme Havel. Tu vois, c'est-à-dire, ça veut dire il fallait qu'il voilà, ça veut dire, allez, si jamais en fait il y a un système, ça veut dire il y a un système, il y a quelqu'un qui est plus, alors il faut aller vers le plus, quoi. C'était ça l'erreur, on va dire. C'était ça en ça que c'était pas génial. Mais d'un autre côté, voilà, on reconnaît que la masse, elle a besoin de ça. C'est-à-dire, au fond, quand par exemple, quand Yitro, quand il dit, voilà, il faut avoir des juges, etc., c'est pas simplement parce qu'il pense que voilà, les types qui doivent se faire juger, ils vont attendre longtemps avant de se faire juger. C'est aussi parce qu'en donnant, en fait, tu vois, une hiérarchie, en donnant voilà, des chefs de 50, des chefs de 20, des chefs de 30, tu vois, c'est un petit peu comme tu vois avec les rabbins, avec les machins. Ça veut dire, chacun, il veut devenir Dayan, chacun, il veut devenir ça, il veut monter en grade dans le truc, il veut devenir chef de service, il veut devenir ça, il veut faire ça. Donc, en fait, ça te donne, en fait, au type, une ambition, et ça leur oblige, ça leur permet de donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors que si tu laisses en fait le truc complètement sans structure, sans rien, etc., alors ok, alors tu vas voir les meilleurs, les mecs qui sont comme Moshe ou comme Evel, ils vont être très bien, mais les autres, ils sont complètement perdus. C'est ça l'histoire. C'est que Foucault, quand il juge, en fait, quand il a cette vision négative en fait, de tout ce qui est structure et encadrement et surveillance, etc., c'est parce qu'il parle pour une élite. Pour des génies, en effet, c'est vrai que c'est négatif. C'est un peu comme Einstein disait que l'école, c'était mauvais. Mais en fait, c'est mauvais pour des mecs comme lui, mais c'est pas mauvais pour 80% des gens. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Si, vous m'avez répondu, je vous en remercie. J'ai fini. Moi, j'essaie d'être plus structuré dans le résumé. Moi, je sais pas si j'ai bien dit, je sais pas. C'était très difficile pour moi de préparer le cours parce que j'avais pas beaucoup de temps et bon voilà, j'ai essayé de faire que ce qui est sorti, c'est sorti. Ouais, je vous laisse alors. Voilà. En attendant, juste Voilà, une question. Voilà. Ah, une question. Bonjour, bonsoir. Une question. Merci beaucoup pour ce cours, évidemment, qui reprend différentes thématiques bien connues, avec évidemment des hidushim importants. La première chose qui m'a, moi, intéressée, c'est la différence de reconnaissance. Parce que ça, c'est évidemment très intéressant de montrer qu'il n'y a pas un mauvais, il n'y a pas un bon, mais ils sont tous les deux pris dans une sorte d'élan de reconnaissance. Donc ça, c'est évidemment très positif. Simplement, ils ne se reconnaissent pas l'un l'autre dans la reconnaissance qu'ils offrent, en somme. Hein. Et alors, j'étais en train de me dire qu'ils ne sont pas placés de la même manière par rapport à la reconnaissance. Parce que Caïn, il est agriculteur, il vit des fruits. Il vit des fruits de la terre, terre maudite comme on dit, alors que Abel, il est créatif, il a créé une activité, il est pasteur, et d'ailleurs le peuple juif est pasteur. Alors est-ce que cette différence de reconnaissance ne vient pas de ce statut? Première question, j'en ai d'autres. D'accord. Non, c'est clair, c'est comme vous dites, c'est clair que c'est sûr, mais c'est une différence de reconnaissance, mais c'est sûrement, c'est comme le Midrash qui veut dire qu'Abel était plus fort que Caïn. À mon avis, c'était à tous les points de vue. Et c'est-à-dire que voilà, donc c'est parce qu'en fait, Caïn, il peut faire moins, il donne moins, parce qu'il peut moins.
Mais le problème, c'est que pour lui, c'est qu'il ne comprend pas en fait comment ça se fait que Abel, je pense que le fait que Abel l'a laissé, ça veut dire une fois qu'Abel avait pris le dessus et qu'en fait Abel, si tu veux, il ne peut pas prendre le pouvoir sur lui, en fait Caïn, il vit ça comme une trahison. Et il ne peut pas supporter ça. Il ne peut pas supporter qu'en fait, quelqu'un, en fait, ça veut dire, voilà, qui n'assume pas le pouvoir ou n'assume pas une hiérarchie, une suprématie hiérarchique par rapport à lui, alors qu'il a une suprématie physique ou intellectuelle ou quoi qu'il en soit. Et donc, il voit ça comme une trahison et il ne peut pas le supporter. Donc, voilà. Alors ça, on le retrouve ensuite avec Moshe, évidemment, qui a l'autorité, mais qui a l'air d'être indifférent par rapport au pouvoir. Et c'est ça la question qui se pose sans arrêt avec Moshe pendant tout son leadership. Oui, non, c'est ça. Et en fait, pour lui, c'est la manière comme ça qu'il envisage. Parce que voilà, pour lui, en fait, il est vraiment, on va dire, pour lui, ça ne l'intéresse pas, au fond. Et c'est clair. Et à chaque fois, c'est pour ça qu'il ne voulait pas y aller, c'est pour ça que truc, etc. Mais c'est clair que les Juifs, ils ont du mal à vivre ça. Et voilà. Et surtout, voilà. Mais l'idée, c'est qu'à la fin, ils sont obligés. L'idée que Yitro, justement, qui normalement, qui est comme Caïn, si jamais il était en fait comme Caïn, sa réaction première serait de dire ah, voilà, un type comme ça, ben, il faut l'éradiquer, puis il faut mettre un système hiérarchique qui fonctionne, où il y a des gens ambitieux qui veulent tout ça, machin, monter en grade. C'est ce qu'il dit. En fait, il aurait dit bon, voilà, on enlève Moshe. Et en fait, non. Le tikkun, il est que le fait qu'il dit bon, on fait tout le système, mais on garde Moshe. Et puis Moshe, il est d'accord avec le système. Et puis ça fonctionne. Et c'est ça le tikkun. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'autorité, elle se reconnaît, alors que le pouvoir, il se prend. Voilà, et donc, ils ont inversé les positions, là. Voilà, c'est un peu ça. Alors, dernière remarque, c'est à propos, justement, pour reprendre les précédents cours, la question maître-esclave, justement. Là, on a donc un modèle où la question de la violence, du rapport initial maître-esclave est abolie, justement, par le tikkun. Oui, non, c'est ça, c'est vrai, non, c'est exactement ça, oui, c'est vrai. C'est ça, c'est voilà, c'est le, oui, c'est ça, oui, c'est vrai. Et où en fait, voilà, on peut dire, mais ça veut dire, c'est pas la première fois, là, oui, c'est vrai, c'est un peu ce qui se passe, on peut dire, si on veut parler des États-Unis avec les Noirs, etc., ou des choses pareilles, où en fait, voilà, ça veut dire, bon, il y a des gens qui vont dire que les Noirs, ils sont pas contents en Amérique, mais la plupart, ils sont contents, mais ce que je veux dire par là, c'est ça, ça veut dire, voilà, il y a le tikkun, il y a la capacité, en fait, de travailler ensemble, grosso modo. Mais quand même, ce qui interroge quand même, c'est que ça passe par le crime quand même, tout ça. Non, c'est clair, à chaque fois, à chaque fois, il y a un meurtre. Oui. Non, je suis d'accord. C'est un peu, c'est vrai. C'est une question. Ça veut dire, je réfléchirai à ça. C'est sûr, c'est une question, mais je ne pense pas. Ça veut dire parce que le problème, c'est que voilà, c'est comme il s'appelle, c'est René Girard et tout cela. Ils disent voilà, en fait, voilà, il faut justement faire un sacrifice pour comment dire, exhumer la violence, etc. Et ça reviendra à toutes ces choses-là. Je ne sais pas. Je ne crois pas que ce soit ça, là. Voilà, moi non plus, exactement. Voilà, exactement. Moi, je sais pas. Je pense pas non plus. Je pense, voilà. Je suis d'accord, c'est quelque chose à réfléchir. C'est quelque chose à comprendre, en fait. Voilà. On voit bien que quand le Zohar, il parle, en fait, du tikkun, du Gilgul, etc., en fait, tous ces passages-là du Gilgul, en me disant, voilà, ce qu'il faut réfléchir, c'est qu'est-ce que Ève, elle dit quand elle dit, voilà, Dieu, il m'a donné une nouvelle descendance qui va remplacer Ève. On a l'impression comme si Evel, il était en fait, il avait par vocation d'être remplacé quelque part. C'est compliqué, tu vois. C'est là où en fait que c'est de ce côté-là qu'il faut réfléchir. On a l'impression qu'il y a quelque chose. Oui, ça c'est juste. C'est ce que l'on a dit, lui aussi, en disant, oui, le premier tikkun, c'était Evel, ensuite c'était Chet, ensuite le deuxième tikkun, c'est Moshe, c'est Gam, le Gam, tu vois, quand il faut remplacer. Mais c'est sûr que par derrière, au fond, moi, si je n'étais pas en train de faire des cours sur la politique, je pense que, et le Rambam, dans le Guide des Égards, il parle clairement, il dit que derrière tout ça, il y avait la relation entre Adam et Ève qui était en fait déséquilibrée. Puisque tu vois, quand il dit, tu vois, que Chet, Hachem, il a donné naissance, tu vois, comment dire, à Abraham, tu vois, comment dire, à Chet, quand Adam il a donné naissance à Chet, après 130 ans, il est marqué, il a eu donné naissance à des gens qui avaient
qui était à son image. Et donc le Midrash, il dit, oui, jusqu'à maintenant, Adam, il avait donné naissance à des enfants qui n'étaient pas à son image. Alors évidemment, les kabbalistes, ils disent, ouais, il se masturbait, etc. Mais en fait, le Rambam, il explique non, il dit, en fait, l'explication, c'est qu'il n'était pas assez mature pour avoir une relation équilibrée avec sa femme, et donc ses enfants étaient déséquilibrés. Et c'est pour ça que Seth et Caïn et Hevel, ils étaient complètement à la ramasse. C'est pour ça d'ailleurs que le Rambam, il dit, c'est pour ça qu'il faut se marier le plus tard possible, contrairement à tous les rabbinim, etc. Le Rambam, il pense qu'il faut se marier tard. Et parce qu'il dit qu'il faut avoir un niveau de maturité pour pouvoir avoir des enfants. Sinon, on va faire des monstres. C'est ce qu'il dit là-bas. Et c'est sûr que on voit bien que c'est un déséquilibre entre Caïn et Hevel, c'est un déséquilibre qu'on retrouve un peu, tu vois, comme un déséquilibre de couple, c'est clair. Et on voit bien, par exemple, que quand la phrase que Dieu il dit à Caïn, quand il lui dit oui, Imshalbar, tu vois, ça veut dire il te désire et toi tu vas le dominer. Tu vois, c'est ce qu'il dit à Caïn avant, quand j'ai ramené le texte, il lui dit, tu vois, il dit cette phrase-là, il lui dit, il te désire, ça veut dire le Yetzirah, il veut te désirer, mais toi, tu vas le dominer. Or, c'est exactement la phrase que Dieu, il a dit à Ève après qu'elle a mangé du fruit. Donc, on voit clairement qu'il y a en fait, comment dire, une relation entre les deux. Et toute cette histoire de la reconnaissance, de se sentir dépendant, de ne pas être généreux à cause de ça, etc. En fait, c'est une relation, c'est clairement un déséquilibre des genres de relations qu'il y a dans un couple. Et on voit bien, et donc c'est ça l'histoire. Et tout ça, c'est à rajouter avec le fait que Caïn, ça serait normalement l'enfant du serpent et pas l'enfant d'Adam. Parce que le Zohar, il va mettre énormément dans l'histoire. En disant que tu vois qu'il y avait, par Caïn, il y avait en fait une volonté de Ève, en fait, encore une fois, de rejet de Adam. Et que elle a dû, en fait, il y a eu tout ce travail pour elle, en fait, de pouvoir accepter Adam. Ça a été un gros travail pour elle qu'elle a eu avec Seth. Puisque jusqu'à maintenant, elle dit, voilà, quand elle dit à Caïn, elle dit, voilà, j'ai eu un enfant avec Dieu. Où est-ce qu'il est, Adam? Tu vois, c'est pas avec Dieu que tu as eu un enfant, c'est avec Adam. Et en plus de ça, si jamais le Caïn, c'est l'enfant du serpent, c'est encore pire. Tu vois, mais tout ça, en fait, on comprend que c'était tout ça. L'enjeu, il est par derrière, il est là. Ça veut dire, je ne voulais pas rentrer là-dedans parce que j'ai décidé de faire des séquences de ne plus rentrer là-dedans, mais j'en ai marre. Et tu vois, mais c'est clair qu'en fait, par derrière, il y a tout ça qui est en gestation. Il y a tout ça qui est en gestation. C'est la relation entre Adam et Ève. C'est le Rambam qui le dit. Le Rambam dans le Guézigara, il le dit. Mais c'est la relation entre Adam et Ève qui a créé qui crée tout ce déséquilibre, tout ce problème, etc. Maintenant, c'est compliqué à comprendre qu'est-ce que ça veut dire, tu vois. Voilà, mais ils ne sont pas dans le même temps par rapport entre Adam et Ève. Si on voit par rapport à l'enfant, justement, on a l'impression que Ève, elle est mère tout de suite, mère des vivants, et que Adam, il n'est père qu'à partir de Seth. Avant, on n'en parle pas comme un père. Donc, on a l'impression qu'ils ne sont pas dans le même temps. Ah ouais, non, c'est clair, c'est qu'on a l'impression aussi que tu vois que Ève, elle l'a rejeté en tant que père. Tu vois, ça c'est clair. Tu vois, est-ce que c'est un rejet ou est-ce que c'est une absence d'Adam? C'est les deux. C'est les deux. C'est sûrement, c'est même des équilibres qui entre Caïn et Ève. C'est un déséquilibre de ce même ordre. Tu vois, c'est l'un et l'autre en fait. Tu vois, c'est l'un et l'autre. Après, c'est une dynamique qui marche pas au niveau de tout ça. Voilà, et d'un déséquilibre, etc. Mais voilà, mais comme tout ça, c'est clair que par derrière, il y a tout ça. Maintenant, l'essence, c'est de comprendre ça comme si on peut remettre ça dans l'aspect en fait de la relation à la société, la relation voilà, au pouvoir, la relation à la violence, etc. C'est un peu compliqué, tu vois, puisqu'on comprend bien qu'en fait que toutes ces relations derrière, en fait, derrière toutes ces histoires en fait ces histoires de genre et compagnie, qui a des identités sexuelles qui est derrière, au fond derrière tout ça, il y a un rapport à la violence dans la société, c'est lié. Ça veut dire, on voit bien quand il y a eu la République de Weimar, on voit bien aujourd'hui, on voit bien en fait que ça veut dire que le brouillage des identités sexuelles, il est lié, il est corrélé au rapport à la violence et à la hiérarchie. C'est clair, ça veut dire, c'est clair. Maintenant, exactement comment ça fonctionne, etc. Tu vois, ça veut dire, il y a plein. Ça veut dire, le truc, c'est qu'on n'a pas, c'est pas qu'il n'y a pas de réponse, c'est qu'il y en a tellement qu'en fait, elles sont toutes fausses, quoi. C'est bien, voilà, qu'il y a nécessité des structures, etc., etc., etc. Il y en a des milliards. J'aimerais bien citer un enseignement de Manitou, là, à propos justement de la société israélienne. Il disait, lui, que
avec le fait que les Juifs redevenaient des paysans, c'est-à-dire leur côté ils quittaient au fond la dimension d'Abel, où ils faisaient un tikkun de la dimension d'Abel ou de Caïn, je ne sais plus, et donc ils revenaient à la terre. Ils revenaient à la terre, c'est-à-dire qu'ils transformaient la violence en socle, hein, comme dit, socle des charrues. Et donc, il voyait dans ce... Et puis aussi, le fait que Abel devenait un militaire, c'était pour lui aussi un tikkun. Donc, il le voyait dans cette dimension-là aussi. Ah, ok, très bien. Je sais pas. D'abord, il faut dire que les Juifs ils descendent de Abel. Ok, très bien. Je sais pas, c'est Abel et compliqué tout Caïn, ça. il y avait les deux. Ouais, c'est possible, un petit coup, j'en sais rien. C'est tout ça, c'est des trucs que tu vois qu'aujourd'hui, de toute façon, il y a plus il y a très peu de Juifs qui sont encore dans l'agriculture, même en Israël. Hein. Et, c'est très difficile de trouver du halal Israël en Israël maintenant. Parce que tous ceux qui travaillent, c'est des Asiatiques, donc voilà. Mais voilà, qu'est-ce que je dis? C'est comme ça veut dire. J'en sais rien. Tout ça, c'était l'époque de Manitou, c'était l'époque de Rav Kook et tout ça, où on croyait qu'il y avait une rédemption dans le travail agricole et tout ça, dans la relation à la terre. Je sais pas, I don't know. Chacun, je sais pas dit, tu vois la whatever, tu vois, chaque époque, elle a sa manière de voir le Mashiach. Non, mais par rapport à ce que vous disiez, justement, l'effacement, ce mouvement-là très subtil que vous avez repéré, du nécessaire effacement d'Abel, est-ce que ce n'est pas la position du peuple juif, justement, de s'effacer finalement à la fin? C'est compliqué, c'est très. C'est compliqué. D'abord, c'est pas du tout évident que, par exemple, pour expliquer l'histoire, c'est quand on regarde en fait le point. Vous savez toujours, il y a cette histoire là-dessus que les musulmans dans les cités et tout ça en France, ils disaient toujours ouais, les juifs c'est des fils de serpents, c'est des fils du serpent. Et ça, en fait, on dit, en fait, c'est marqué dans le Midrash cette histoire-là. C'est un Midrash. Ça veut dire qu'en fait, par exemple, quand on regarde, parce que déjà l'histoire qui est en exil. Tu vois, comme Caïn, qui est le fils du serpent, c'est les Juifs. Qui c'est, par exemple, tu vois, on dit qu'Hachem, il a mis un signe sur Caïn, tu vois, pour pas qu'on le tue. Et quand tu regardes dans le Midrash, il y a marqué, ouais, le signe, c'est les téphilines. Parce qu'il y a marqué, tous les gens, ils verront que tu as les téphilines, ils auront peur de toi, ils ne te toucheront pas. Donc, en fait, et c'est ça l'histoire de la haine, quand on dit, voilà, je mettrai la haine entre toi et le serpent, entre ta descendance et sa descendance, ça veut dire, en fait, c'est la haine entre Caïn et Ève, puisque Caïn, c'est l'enfant du serpent. Maintenant, donc c'est pour ça, en fait, cette histoire-là de toujours d'associer, de dire que voilà, ouais, les Juifs, ils descendent de Havel et compagnie, en fait, c'est pas du tout clair, toute cette histoire-là. C'est pas du tout clair. C'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup de quoi parler. Si on doit parler, il y a beaucoup de quoi parler. Moi, j'ai parlé sur Yitro. On voit bien en tous les cas ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est qu'à travers Yitro et Moshe, et c'est là, par exemple, il y a le don de la Torah, en fait, on voit qu'il y a un tikkun. Il y a une possibilité de travailler ensemble. C'est lié avec l'histoire, par exemple, comme dans le Midrash, ils disent qu'ils se battaient pour la jumelle qui était née avec Havel. Et que Caïn disait c'est moi qui l'apprends parce que je suis le premier-né, et que Evel il disait non parce que c'est elle est née avec moi, je sais pas quoi, et qu'en fait on dit que Tzipora c'était une réincarnation justement de cette jumelle, et que c'est pour ça que en fait Yitro il la ramène à Moshe, et que c'était ça le tikkun, etc. Donc en fait ce qui est important de voir, c'est qu'en fait à la fin il y a une possibilité de travailler d'organiser les deux systèmes. Voilà, c'est tout. Mais ce qu'on retrouve à chaque fois dans la vente de Yosef, etc., à chaque fois quand on regarde tout le Bereshit, c'est en fait à chaque fois, il y a les frères qui sont pour un système hiérarchique, etc., qui ont du mal à accepter le tzaddik, on va dire, qui est au-dessus et qui lui ne rentre pas dans le système. Si jamais Yosef il était rentré dans le système, alors tout le monde l'aurait accueilli à bras ouverts, mais il ne rentre pas dans le système. C'est pour ça que les frères ne peuvent pas le supporter. Mais les frères ne sont pas des méchants. Et c'est la même chose à chaque fois, tu vois. C'est le fait, c'est qu'il y a du mal à supporter un type qui ne veut pas entrer dans la hiérarchie. Et bizarrement, c'est toujours lui qui est au-dessus, qui a la vocation d'être au-dessus. C'est difficile. Dans le cas de Joseph, c'est un exemple quand même qu'on peut discuter parce qu'il a introduit une sacrée hiérarchie en Égypte. Oui, en Égypte, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est peut-être qu'il a pris sa leçon, mais ça veut dire par rapport à ses frères, on revient dans l'histoire, c'est qu'il ne veut pas rentrer. Tu vois, Yehuda, c'est le boss, etc., etc., tout le monde le suit. Ils sont prêts à prendre un boss, si tu veux, les frères. Ils en prennent un parmi, etc. Mais en fait, ils auraient pu prendre Yosef, qui était plus naturel, etc., puisqu'il était le chouchou, on va dire, du père, etc. Ça aurait été lui le plus naturel, mais en fait, il ne rentre pas dans le système. Il va aider les esclaves au lieu d'aller les plus forts. Donc, en fait, il est anti-hiérarchique.
Le truc, c'est que c'est comme ça. C'est qu'en général, tous les types d'exceptions, en fait, ils sont hiérarchiques d'une certaine manière. Maintenant, le problème, c'est que tu vois, c'est qu'ils doivent trouver leur place dans un système hiérarchique, puisque la hiérarchie est nécessaire pour beaucoup de personnes. Oui, la hiérarchie, la vraie hiérarchie, on ne la connaît pas. Ouais, je ne sais pas. Ouais, c'est ce qu'il dit Foucault. C'est ce qu'il dit Foucault. J'en sais rien. Peut-être, oui, peut-être. Non, c'est vrai qu'on la connaît pas, mais bon. Mais bon, elle est quand même. C'est vrai. La hiérarchie, en fait, elle est pas. C'est pas un pouvoir. En fait, c'est simplement un trait de caractère. C'est tout. Ça veut dire ceux qui ont le pouvoir, c'est pas les plus riches, c'est pas les, y a pas, on peut pas, c'est pas ceux qui ont les médias ni quoi que ce soit. C'est ceux qui sont ambitieux et qui ont le caractère, qui sont prêts à, qui veulent monter en grade. Ceux qui ont cette ambition-là, ben, ils prennent le pouvoir. Ils peuvent le prendre par la politique, ils peuvent le prendre par les médias, ils peuvent le prendre par la religion, ils peuvent le prendre par n'importe quoi, par la science. Tu vois, mais c'est tout. Donc, ceux qui ont le pouvoir, c'est un trait de caractère, c'est une nature. C'est plus qu'un état, ou un état social ou quoi que ce soit. Quelqu'un comme le roi David, justement, il repose la question parce que des fois, il faut prendre le pouvoir, il faut se battre, il faut donc prendre le pouvoir, il faut discipliner, etc. Et en même temps, c'est un poète, enfin, c'est un roi qui compose et on a l'impression que le pouvoir, ça, il s'identifie pas entièrement. Oui, non, Donc, mais il n'a pas pris le pouvoir. Ça veut dire l'histoire, c'est qu'il a attendu, il n'a jamais voulu, plusieurs fois, il avait la possibilité de tuer Shaoul, etc. Et il n'a jamais voulu le faire. Donc, au contraire, il a toujours retardé. Ça veut dire il a jamais voulu le prendre. Donc, au contraire, il a attendu. Il n'a jamais couru après. Ça veut dire, ce qui est un truc incroyable, c'est sûr que des philosophes comme Foucault, comme Hegel et compagnie, ils ne comprendraient pas que ce soit possible historiquement que des mecs comme Moshe ou David ils aient le pouvoir. Même aujourd'hui, quand on regarde aujourd'hui, tu vas dire, quand on dit la Mishnah, celui qui s'enfuit du pouvoir, le pouvoir est quoi après lui? Tout le monde regarde cette Mishnah en disant, mais ça ne veut rien dire, c'est pas vrai. Et c'est sûr que c'est sûr que c'est pas vrai. Tu vois, ça veut dire, après, tu vois, il faut comprendre ce que ça veut dire, mais ça veut dire que c'est sûr que dans la philosophie, c'est impossible aujourd'hui, ça serait pas, c'est quelque chose, tu vois, qu'on a du mal à croire. Et mais dans le Tanakh, c'est ça ce qu'on nous raconte. Donc, mais bon, si on a la Emouna, on a la Emouna. Tu vois? Ouais. Allez, c'est bon, oui, j'arrive. Allez, va. Bon, allez. Pas d'autres Merci à questions? vous. C'est bon? Allez, j'arrête. Voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui permettent le cours de pouvoir se faire. Merci à Rav Vigès et merci aux donateurs. merci Alexandre. Merci, Alexandre, le chef. C'est lui qui a le pouvoir. C'est ça. Le dictateur. Ouais. Lui, c'est reconnu quand il disait personnes exceptionnelles qui ne se reconnaissent pas dans la hiérarchie. Ouais. Ça rigole, ouais. Merci, bonne soirée. Merci. Merci, bonne soirée. Soirée. Bonne soirée. Bonsoir. Bon. Ok. Merci beaucoup. Merci à tous.